start, you're falling down. False start, you Donc c'est can't avec get bonheur close. ce soir que nous vous accueillons dans cet amphithéâtre pour la première conférence des rencontres de Sciences Po Saint-Germain. L'organisation de ces conférences est au cœur de notre activité et vous n'êtes pas sans connaître notre attachement profond à l'expression et au débat d'idées, politiques, intellectuelles, mais aussi culturelles. Ces conférences nous fournissent à tous, étudiants, professeurs, mais aussi à nous, en tant qu'adultes, l'opportunité d'échanger avec des personnalités sur les enjeux et les questionnements actuels. Les rencontres se renouvellent et innovent cette année, en vous proposant des conférences toujours plus attendues, les unes que les autres. Ce renouvellement s'incarne notamment dans le déroulement de la conférence avec la création par notre équipe d'une nouvelle rubrique cette année qui s'intéresse à l'actualité et dont nous verrons les commentaires en direct. De plus, à travers nos invitations, nous cherchons à garantir une réelle diversité politique et certaines valeurs comme la liberté d'expression, le respect de l'autre, la considération d'autrui, ainsi que la constructivité et la cohérence des débats. Dans cette démarche, nous souhaitons ainsi qu'aucun propos à caractère discriminant ou diffamatoire ne soit prononcé et tenu dans cette salle. Ce souhait est présent dès la création de l'association. Il fait partie de ses fondements. C'est pourquoi nous inscrirons l'ensemble de nos conférences sur la diversité, tout en conservant certaines limites, garantes de l'intérêt du débat. Votre cher bureau des rencontres, après tant d'ardeur confiée à cette tâche, est fier de vous proposer cette première conférence axée sur la recomposition de la droite en France. Pour cela, il nous a donc semblé pertinent d'inviter une personnalité politiquement engagée, leader d'un parti de la droite française, pour nous en parler. De par vos multiples fonctions, Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes parvenu à acquérir une expérience suffisante afin de nous parler de la recomposition de la droite française. En effet, vous rejoignez à 13 ans le RPR en tant que fervent soutien du candidat Jacques Chaban-Delmas. S'en rappelle encore les murs sur lesquels vous colliez des affiches pour la campagne présidentielle de 1974. Finalement diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Université Paris-Dauphine, vous rejoignez les rangs de l'ENA de 1987 à 1989 afin de poursuivre votre carrière en politique. Vous assurez votre engagement gaulliste en devenant membre du RPR, où vous êtes même désigné directeur des études du parti par son président de l'époque, Alain Juppé. La même année, vous êtes élu député de l'Essonne pour la première fois de votre carrière. Vous vous rapprochez de la mouvance souverainiste de votre parti, que vous finissez par quitter en suivant Charles Pasqua et son nouveau mouvement, le RPF. Vous quitterez néanmoins le parti quelques années plus tard, avant de rejoindre l'UMP à sa création en 2002. En désaccord avec Nicolas Sarkozy, vous quittez donc l'UMP en 2007 pour fonder votre propre parti, Debout la République, devenu aujourd'hui Debout la France, reposant sur un socle gaulliste et républicain. Vous vous présentez aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, mais n'atteignez pas le taux de vote suffisant pour accéder au second tour. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre invité et toute l'équipe. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, du coup, au regard des résultats des dernières élections européennes... Vous m'enlevez cette photo horrible. On a l'impression, là, vraiment... Ah, vous avez pas autre chose? Mettez au moins une autre photo. Je sais pas, un paysage. Je suis pas sûr qu'on ait une meilleure photo. Ouais, bah... je fais censure la photo. Bon, allez-y. Allez-y. Du coup, au regard des résultats des dernières élections européennes, il apparaît que la concurrence entre les partis de droite ne permet plus à l'un de ces partis de s'imposer massivement. Il y a un an, dans l'optique de la préparation aux européennes, vous appeliez à la formation d'une alliance avec les LR, le RN et vous. Pourquoi ceci n'a pas été fait? Ah bah ça, c'était raté, ça c'est vrai. D'abord, bonsoir à tous, je suis ravi d'être devant vous.
J'étais en retard de 10 minutes, mais après il y a eu 10 minutes de préparation, donc les 20 minutes ce n'est pas que moi. Voilà, je m'empresse de le dire. Mais ils sont sympathiques et je les remercie de m'inviter. D'abord, je n'aime pas ce terme de droite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Macron est un président de droite libérale, de l'argent, de la mondialisation, des lobbies, de l'oligarchie, et donc je ne vois pas pourquoi. Voilà, on parle de recomposition de la droite. C'est la recomposition du paysage politique. C'est autre chose. Je le dis pas, c'est pas du tout parce que tout le monde dit ça. Je pense qu'en vérité, nous sommes dans une phase très intéressante de la vie politique. C'est qu'il y a un clivage droite-gauche qui existe, bien sûr. Loin de moi l'idée de le nier. Mais la mondialisation, qui a toujours été un phénomène historique, qui a existé avant, qui s'est exacerbé, entraîne dans toutes les démocraties un nouveau clivage, je dirais, entre la nation et le monde, ou du moins entre un certain patriotisme et une certaine mondialisation. Et vous voyez bien qu'il y a un nouveau clivage qui s'est plaqué depuis le fameux référendum de 2005 en France, qui a été un référendum structurant, et que, en fait, ce gouvernement Macron, c'est l'alliance d'une gauche mondialiste et une droite mondialiste qui se retrouvent. Face à ça, il y a une recomposition politique à gauche, avec Mélenchon, qui conteste Macron et la disparition programmée du Parti Socialiste, qui avait un pied dans la mondialisation, un pied dans la patrie, qui a oublié le peuple et qui ne sait plus où il habite, et une recomposition du côté droit, avec d'un côté des républicains qui ne savent plus où ils habitent parce que idéologiquement ils sont tiraillés entre les deux, des gens comme moi qui avons quitté les républicains ou l'UMP de l'époque parce qu'on était en désaccord avec la politique européenne, et puis un rassemblement national qui, bien évidemment, a un électorat de droite, mais qui est, les gros bataillons, ce sont des gens qui votaient auparavant à gauche. Et donc, c'est pourquoi je me méfie beaucoup de la manière dont on interpelle, ou du moins on m'interpelle en général, sur la recomposition de la droite. Non, c'est la recomposition à droite et à gauche de l'ensemble de la vie politique française. Et Emmanuel Macron, par sa victoire, a obligé un instant de vérité à l'égard des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas éternellement dire le tout et le contraire de tout ce que faisait le Parti Socialiste et les Républicains, qui alternaient en promettant à chaque fois des choses qui n'allaient pas tenir, puisqu'ils étaient liés par des engagements internationaux. Je réponds à votre question, je vais être bref, pour vous dire que oui, aux européennes, j'avais dit qu'il eût été agréable que les patriotes, notamment ceux de droite, soient capables de s'entendre pour offrir une alternative. Ça n'a pas été possible, pour plein de raisons, mais la première, toute con, c'est François Mitterrand qui disait ça, qui disait que les élections, c'est la concordance d'un moment et d'un mode de scrutin. Et là, on avait un mode de scrutin à la proportionnelle à un tour qui ne favorise pas les unions. L'union est favorisée par les deuxièmes tours. D'ailleurs, votre camarade a été élégante, parce qu'elle n'a pas parlé du second tour, qui a suscité plein de choses. Et au second tour, j'ai fait un choix qui était très difficile, mais je l'assume, parce que j'ai considéré qu'il fallait parler aux 6 millions d'électeurs du Front National, et que c'était un geste fondateur pour un jour regrouper tout cet électorat. Bref. Donc ça n'a pas été possible, la recomposition patriote, j'allais dire, anti-mondialisation et anti-Macron, à laquelle je crois, parce que je crois qu'en 2022, il y aura un choc entre Macron, qui représentera ceux qui veulent une France mondialisée à l'extrême, et ceux qui veulent une France qui garde son âme. Évidemment, je présente ça positivement, alors que mes adversaires le présenteront négativement. Mais je crois que ce sera le vrai clivage. Après, qui représentera la France mondialisée? C'est évident que ce sera Macron, parce que je ne vois pas comment, après, sauf catastrophe majeure pour Emmanuel Macron, et tout peut arriver, parce que le temps est très rempli d'événements, vous l'avez vu avec la crise des Gilets jaunes et autres, mais dans l'ensemble, je pense que ça sera Macron. En revanche, je pense que ce n'est pas du tout écrit qui représentera le camp patriote en 2022, et voilà pourquoi je le combats, avec mes idées et surtout ceux qui m'aident, même si le score des européennes, je le reconnais, ils ont été très élégants, n'a pas été du tout à la hauteur de notre ambition. Et vous me coupez parce que je suis très bavard, sinon je ne ferais pas ce métier, et donc vous pouvez me couper. Du coup, si vous pensez que les vrais clivages, c'est ces 3 blocs-ci, pourquoi ne pas directement rejoindre l'un de ces partis ou créer un parti en commun plutôt que de rester sur de simples alliances?
parce que j'ai pas du tout envie qu'Emmanuel Macron reste éternellement au pouvoir. Et je suis convaincu que Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen pour rester au pouvoir. J'ai été allié avec Marine Le Pen, je connais ses bons côtés, je connais aussi les mauvais côtés, et je sais qu'Emmanuel Macron, sa seule chance de survie, c'est que Marine Le Pen se présente contre lui, soit au second tour. Et je pense qu'on peut faire mieux. Alors, est-ce que c'est elle qui changera et qui sera capable de le vaincre en changeant, ou est-ce qu'elle ne sera pas capable de changer et qu'il faudra que ce soit quelqu'un d'autre? Voilà. Quant à Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il ne peut pas gagner au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait un sondage dans le Figaro qui disait que 57% de son électorat de 2012 voulait pas qu'il se représente, de 2017 ne voulait pas qu'il se représente. Bon, méfie des sondages. Mais tout ça veut dire que, voilà, l'enjeu c'est quoi? C'est est-ce qu'on est capable d'apporter une belle alternative, sérieuse, crédible, efficace, au mondialisme destructeur que représente pour moi, c'est ma position, en France, Emmanuel Macron. C'est ça la question. Et tant qu'on n'aura pas convaincu les Français qu'on est capable de faire mieux, sans avoir les défauts d'un Mélenchon ou d'un Le Pen, on n'y arrivera pas. Et le système qui a mis en place Emmanuel Macron et qu'il représente, qui est un système oligarchique, financier, absolument détestable pour moi, survit uniquement parce qu'on est incapable de présenter une offre capable de gagner, c'est-à-dire de rassurer les Français. Voilà, c'est tout. Et mon souci, c'est que le plus dur, c'est d'atteindre le deuxième tour. Une fois au deuxième tour, on gagnera. Voilà. Maintenant, il faut atteindre le deuxième tour, ce qui n'est pas piquer des verres, et c'est l'enjeu majeur. Voilà. Justement, en parlant moi, je n'ai jamais caché les choses. En parlant de deuxième tour, vous avez donc vécu 2 campagnes présidentielles, la pression médiatique, les jeux de pouvoir, la tension, les meetings, tout ça. Alors, brièvement, parce qu'il y aurait moyen de s'étendre un moment sur la question, quelles leçons tirez-vous de ces campagnes? Comment est-ce que vous avez vécu ces épisodes? Et s'il y avait quelque chose à changer, que changeriez-vous? C'est une très intéressante question. Comment j'ai vécu ces campagnes? Moi, j'étais un petit candidat, comme ils disent. C'est-à-dire, ce que j'ai vécu, à titre personnel, c'est que les médias décident à l'avance qui est le vrai candidat, qui est le faux. Et il y a les petits candidats et les grands. Alors en 2012, j'étais vraiment un petit candidat. Nobody. Et c'était intéressant, d'ailleurs, c'était une expérience passionnante. En 2017, c'était différent. En 2017, j'ai vraiment vécu l'exclusion dès le départ par le débat de TF1, c'est pour ça que j'ai quitté TF1 après pour faire un scandale. C'est-à-dire que TF1 avait choisi les 5 candidats, alors qu'honnêtement, je pouvais être dans les 6. J'étais vraiment à la limite. Et d'ailleurs, au départ, c'était prévu les 6. Et parce qu'il y avait 3 de gauche, 3 de droite, ancienne formule, c'était équilibré. Puis il y a un candidat de droite qui a fait pression pour qu'il soit surtout pas, M. Fillon pour être clair. Ce qui était d'ailleurs stupide a posteriori pour lui. Mais bon. Avec la célèbre Anne Méo, c'est filmé, monsieur le Tugal. Voilà, qui a dû appeler le PDG de TF1 en lui disant qu'il faut le virer lui. Et toute cette petite oligarchie qui fonctionne ensemble et qui décide à l'avance qu'il y a 5 vrais candidats et que tous les autres, ça compte pas. Ça m'a beaucoup frustré. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Parce que j'estime qu'à partir du moment où on a les 500 signatures, notre démocratie, regardez la primaire américaine, et je vous invite, vous êtes étudiant à Sciences Po, je vous invite à regarder les débats de la primaire démocrate. Il faut se coucher un peu tard, ou se lever tôt, mais c'est passionnant. Aux États-Unis, ce que j'ai expliqué 100 fois aux journalistes français, dans toutes les primaires d'ailleurs, que ce soit républicain ou démocrate, vous avez c'est passionnant, regardez la primaire démocrate, c'est fabuleux. Et les 10 candidats sont sur une ligne d'égalité. Vous avez celui qui a été... vous avez Biden, vous avez les plus connus, et puis vous avez l'illustre inconnu. Comme d'ailleurs Trump était un illustre inconnu. Ça, c'est quand même un système médiatique qui respecte la démocratie. Non, en France, ils ont choisi. Et il y a le vote utile et le vote inutile. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est le poison de la démocratie. Et ça explique le dégoût des Français du suffrage universel. J'en suis convaincu. Et je ne parle pas simplement pour moi, parce que j'étais en quelque sorte le moins défavorisé des autres. Mais quand vous, dès le départ, on ne vous choisit pas parce qu'il y a des combines, et qu'après toutes les dépêches AFP, tous les articles de journaux, il y a les 5 candidats, et puis vous n'êtes pas dedans,
finalement, d'avoir fait 4,7, c'était déjà un miracle, face à 4 votes utiles. Donc je l'ai pas mal pris en soi. Mais c'est dur à vivre. Voilà. Après, le reste c'est une formidable expérience et je suis sûr qu'il y en a, comme moi, quand j'étais sur vos bancs, j'en rêvais. Et donc j'ai eu une chance inouïe de faire ce que je rêvais de faire. Je pensais pas que c'était si dur, mais j'ai pas à me plaindre. Quand on a la chance de faire ça, on se plaint pas. Je l'ai voulu, voilà, donc il faut pas se lamenter. Voilà. Mais il faut recommencer, et comme je suis persévérant, j'ai eu l'ENA la 3e fois, donc je me dis que je serais peut-être élu la 3e fois, donc mais tout ça, il faut être opiniâtre. Quand on croit ce qu'on défend, en tout cas moi je l'ai fait sincèrement, on peut tout dire de moi, mais je l'ai fait sincèrement. Donc ça tombe bien que justement vous parliez des médias et que vous ayez évoqué TF1, puisque donc en 2017 vous partiez du plateau de TF1 en direct du Oui, 20h c'était pas content. et revendiquiez le fait que 11 millions de personnes avaient partagé la vidéo de votre départ. Quelques jours, enfin dans les jours qui ont suivi, vous présentiez Patrick Cohen comme la marionnette du pouvoir. Ah non, c'est la première, c'est la dernière. Comment est-ce que vous qualifiez votre rapport aux médias? Et alors, dans une deuxième question, est-ce que vous avez fait du buzz médiatique, comme par exemple avec TF1, une stratégie de communication? Non, pas du tout. Si je suis totalement franc avec vous, TF1, c'était voulu, préparé, prémédité, parce que j'étais tellement scandalisé qu'on ne m'invite pas au débat, qu'on ne me donne pas ma chance, en fait. Voilà. C'est comme un examen, si on vous disait, vous avez le droit de passer l'examen, mais pas les autres. Bon, donc ça, c'était très dur. Et ça, c'est vrai que c'était prémédité. C'est-à-dire que ils m'ont invité en raccro parce que le CSA a râlé, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas accepter ça. D'abord, c'est une question d'honneur. Et c'était amusant parce que c'était pas facile à faire quand même. Très difficile parce qu'en plus, la journaliste qui présentait, c'est Anne Crespo-Mara, que j'aime beaucoup, qui est une femme très bien. Et ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais eu plus plaisir à le faire. Et là, c'était gênant de faire face à quelqu'un que vous respectez et qui a toujours été juste avec moi. Mais quand j'attendais au maquillage, je voyais les pubs, c'est-à-dire l'humiliation totale, c'était qu'il y avait les pubs pour le débat à 5, qui avait lieu 3 jours plus tard. Alors ça m'a donné une énergie, je ne peux pas savoir. Parce que voir ça, et vous êtes invité pour la miette, parce qu'on vous invite là pour la miette un samedi soir pour 5 minutes, alors que les autres vont avoir 2 heures de débat, et que ça va structurer tout le début de campagne. Là, vous dites, je ne peux pas accepter. Il faut envoyer un signal aux Français pour dire, c'est trop injuste. Voilà, et ça, je l'ai fait volontairement. Quand les autres, non, pas volontairement, et le pauvre Cohen, je l'aurais pas dû parce que ça m'a beaucoup nui. Après, il y a une sorte de solidarité journalistique. Et contrairement à ce que croient certains journalistes, je ne confonds pas des éditorialistes et des journalistes. Et je ne confonds pas tous les journalistes. Et j'ai jamais agressé tous les journalistes comme Mélenchon, en disant tous des cons et tout. Donc, simplement, il y a un vrai problème dans notre pays. Il y a plusieurs problèmes journalistiques. J'ai écrit dans un chapitre, et je vous recommande de lire, dans un livre qui s'appelle Résistance, qui est en vente dans le commerce. Et il n'y a pas eu beaucoup de pubs de fête, donc si vous pouvez le lire, ça serait bien. Et il y a un chapitre sur les journalistes où j'explique, d'ailleurs c'est très intéressant, les jeunes journalistes en province, et même les jeunes journalistes sont beaucoup mieux que les plus anciens, évoluent quand même bien. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène de vie unique des journalistes qui sont prisonniers d'un parisianisme. Et les journalistes de province ne sont pas du tout comme ceux de Paris. Ensuite, il y a un problème obligatoirement, c'est vrai que la plupart des journalistes penchent plutôt à gauche qu'à droite. Mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne dans le système français, et c'est un vrai problème démocratique, pas seulement pour moi, mais pour Mélenchon, pour d'autres, c'est que il y a 10 milliardaires qui détiennent 90% des médias français. Et 50% de la presse. 90% des médias. 10 milliardaires. C'est interdit, même au Brésil, c'est interdit. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas dépendre des commandes de l'État et avoir un média dans la plupart des grandes démocraties. Or, dans notre démocratie, des milliardaires qui dépendent des commandes de l'État, d'armement, de bâtiments, de travaux publics, possèdent des chaînes portables, de téléphone, des réseaux téléphoniques, possèdent des grands médias. Pas par hasard. Bon. D'ailleurs, ça pose un problème économique, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de groupe médiatique puissant économiquement au niveau européen. Ce sont des gens qui ont besoin d'un média pour s'assurer des positions des pouvoirs publics et qui ont acheté les médias pour ça. Voilà. Si vous considérez que c'est une démocratie adulte, non. Voilà.
Et ce sont les pauvres journalistes qui en sont les premières victimes. Parce qu'on les rappelle très vite à l'ordre, sur le plan financier, sur le plan politique. Alors attention, il n'y a pas un grand complot. Et, et tous les journalistes ne sont pas pourris, loin de là. Il y a des journalistes très bien qui font leur devoir, il y a des journalistes qui meurent sur les champs de bataille pour notre liberté de penser. Donc attention. Mais moi j'estime qu'il y a une consanguinité oligarchique des médias français qui est tragique pour le pays, qui fait que les Français n'ont plus confiance ni dans leurs hommes politiques, ni dans leurs médias, ni dans l'ensemble de la société, et c'est malsain. Voilà. Et il faut recréer un lien de confiance. Donc la première décision à prendre, c'est d'interdire à tout groupe qui dépend des commandes de l'État de posséder un média. Et là, vous verrez que ça va aérer le système. Voilà, j'en suis convaincu. Après, c'est facile aussi pour un homme politique d'accuser toujours les journalistes et de ne pas voir ses défauts à lui. Donc il faut garder mesure. Quant à Cohen, c'est vrai qu'à la fin, il commençait à me... C'est pas la première fois que, si vous voulez, il y avait un vieux passif entre nous, quand il était à France Inter, et il n'invitait pas les esprits malades, et il nous mettait dedans, ce qui est jamais agréable d'être pris pour un esprit malade. Parce que M. Cohen estime qu'il n'invite que les amis du pouvoir, comme M. Apathy, qui refusait d'inviter Montebourg et moi, parce qu'on ne pensait pas bien sur l'euro. Et il me l'a dit en face un jour. Bon, ben voilà, à un moment, je me suis payé Canal+, parce que ras-le-bol, quoi. Et, de toute façon, quand c'est foutu, que ce soit Cohen ou Apathy, de toute façon, ils nous censuraient, ils nous détestaient. Donc, à un moment, ça fait du bien de dire la vérité, mais c'est jamais bon, parce qu'après, il y a une solidarité, et ils croient qu'on en veut aux journalistes. Donc, j'essaye de me calmer et d'être le plus cool possible. Et, concernant les médias, votre critique, elle s'est aussi portée sur le fait que vous aviez l'impression d'être sous-invité par l'ensemble des médias. Et vous allez sortir le chiffre où j'ai eu le record de matinale. Non, absolument pas. Non. C'est simplement qu'est-ce que vous ne pensez pas que du coup, cette impression de sous-présence que vous avez dans les médias, de vous et de votre parti, elle vient pas aussi du fait que, contrairement à d'autres partis politiques, vous puissiez également être représenté par d'autres personnes? Mais oui, mais vous avez raison, sauf que c'est eux qui ne veulent pas inviter mes porte-paroles, très peu. Damien Lempereur, j'ai eu un mal fou à le pousser, et encore maintenant, Benjamin Cauchy, le gilet jaune qui nous a rejoints, ou Jean-Philippe Tanguy, ou d'autres, je refuse plein d'émissions en disant « je n'y vais pas tant que vous n'invitez pas mes porte-paroles ». Mais là, c'est pas un grand complot, c'est l'audimat. C'est qu'ils disent « oui, mais il n'est pas connu ». Bah oui, mais comment il va être connu? Et tous les partis ont le même problème, hein. C'est pas lié à moi. Deuxième point, moi j'ai eu un problème, j'ai été beaucoup invité, il ne faut pas dire que je n'ai pas été invité partout, mais je n'ai pas été invité dans les émissions de grande audience. J'ai un énorme retard sur les JT, journaux télévisés et les émissions politiques. Pour être clair, sur TF1, c'est très intéressant, depuis la présidentielle, les invités du journal télévisé TF1, 75% le gouvernement, le MoDem En Marche, Premier ministre, 75%. Tout le reste, Marine Le Pen. 5 invitations. Mélenchon 2, et Wauquiez une fois quand c'était la merde, et ils ont invité celle qui est partie, qui lui a claqué la porte au nez, comment elle s'appelle on oublie les noms, vous voyez. Valérie Pécresse. Non, si c'était encore Valérie Pécresse, comment Calmels, voilà. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, donc, si vous voulez, la principale chaîne qui structure l'opinion, les 7 millions de personnes, 6 millions qui regardent tous les soirs, a invité à 75% des gens du pouvoir, ou des soutiens du pouvoir, et uniquement Marine Le Pen, et une fois Mélenchon ou 2. Comment voulez-vous qu'après, on sorte de ce duel? C'est tout. Alors ils ne le font pas par état d'esprit politicien, ils le font en termes d'audience. Voilà, il y a Marine Le Pen, il y a Mélenchon, et personne d'autre n'existe. Comment voulez-vous? C'est extrêmement difficile pour moi de montrer qu'il y a autre chose. Mais je ne parle pas que de moi, d'autres d'ailleurs. Parce qu'il y a des nouveaux talents, il y a des gens plus jeunes que moi, il y a des nouveaux qui mériteraient de s'exprimer devant les 6 millions de Français qui mangent leur soupe en regardant JT. On n'a pas de problème d'expression devant les 15 millions de Français qui aiment la politique et qui regardent la politique. Je suis invité dans les matinales, je suis invité, pas au 3,5%, allez, mettons 5% de score, même 3,5%, j'ai 0, France Inter 0,1, les écolos 12%, même le Front National 3% de temps d'antenne sur France Inter. Attendez, moi je cherche pas à défendre le Front National, mais c'est scandaleux. Et les écolos ont un score incroyable. Et le Parti Socialiste serait mourant, il n'y aurait plus d'électeurs, il y aurait encore sur France Inter 15% de taux d'audience. Enfin 15% de temps d'antenne. Bon, donc tout ça est scandaleux. Mais on va voir le CSA, il vous dit je peux pas faire grand chose, vous avez qu'à faire de meilleurs scores.
Ah oui, mais si on ne fait pas de meilleur score parce qu'on n'a pas... Enfin, c'est l'œuf et la poule. C'est extrêmement difficile. Pour autant, on va y arriver. Je vais vous dire pourquoi on va y arriver. C'est qu'il y a Internet. Et là, depuis la rentrée, je fais des directs Facebook sur direct Facebook. J'ai fait un direct Facebook sur 1 million de personnes comme ça, alors qu'on s'emmerde pour aller voir une chaîne qui va nous avoir 200 000 personnes. Donc il y a un moment, on va aller sur Internet et puis on va court-circuiter. D'ailleurs, vous informez autant sur Internet qu'en regardant le JT. Mais c'est pas sain non plus. Je pense qu'il serait bien qu'il y ait un équilibre et un peu de justice. Pas seulement pour moi, pour les autres. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez d'Internet, puisque lorsqu'on se rend sur votre profil Twitter, on s'aperçoit qu'une écrasante majorité de vos tweets est liée à l'islam. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce type de discours, entretenu également par une partie de la droite, participe à l'accentuation des divisions au sein de la population française? Non, alors franchement, là, c'est un peu abusé. Une grande majorité, non. En revanche, on en parle, c'est vrai que c'est un sujet majeur d'inquiétude. Je ne crois pas que ce soit en mettant la tête dans le sable qu'on réglera le problème de l'islam en France. Je vais vous faire une confidence. J'ai énormément d'adhérents à Debout la France qui sont originaires des pays du Maghreb. Et ce sont les premiers qui me demandent d'agir vite avant qu'il soit trop tard. Et ce sont les premiers qui nous disent, et qui dans la rue me félicitent. D'ailleurs, ce sont ceux qui m'ont sauvé comme député dans ma circonscription, puisque c'est la ville de Vigneux qui m'a vraiment sauvé au second tour, alors que si j'avais attendu les quartiers bourgeois, je pense que j'aurais été battu. Donc, c'est pas un problème d'islam. Enfin, c'est pas un problème de français musulmans ou autre. C'est un problème, est-ce qu'un jour on dompte l'islam de France? C'est-à-dire que ce que Napoléon a fait avec le culte israélite, ce que le petit père Combe a fait avec le culte catholique, est-ce qu'on le fait pour l'islam ou pas? C'est ça la vraie question. Ah, je vais vous provoquer. Si on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait à la religion catholique et ce que Napoléon a fait au culte israélite, alors vous aurez la guerre civile en France. Parce que l'islam doit respecter les lois de la République. La laïcité, l'égalité des hommes et des femmes, la sphère religieuse doit respecter la sphère publique et ne doit pas s'emparer de la sphère publique. Toutes les religions sont passées par là, en France. C'est maintenant autour de l'islam. Point barre. Et je vais vous dire, les Français musulmans qui pratiquent leur foi de manière tout à fait sereine, qui ont rêvé d'habiter en France. Ma suppléante est berbère dans ma circonscription et m'a dit, oui mais vous rigolez, elle m'a dit, moi j'ai pas fui l'Algérie et les barbus en Algérie, j'ai pas fui les barbus qui ont fait 100 000 morts dans mon pays pour venir en France et être chassé de ma ville parce que ma fille porte pas le voile. J'ai pas fait ça. J'ai pas traversé la Méditerranée et j'aime pas la France pour voir la France céder face aux islamistes. C'est ça la vraie question. Alors, si les islamistes gagnent la France, c'est parce qu'on aura été lâches. Et si on veut vivre comme en Arabie Saoudite, on vit en Arabie Saoudite. Je suis désolé. Voilà. C'est simple, précis. Et on peut faire des référendums, et il y aura 80% des Français pour, dont une grande partie des personnes d'origine étrangère qui sont arrivées dans notre pays. Et c'est la meilleure façon de réconcilier les uns et les autres. Point. Si on veut porter le voile, on va vivre dans un autre pays. Si on veut respecter les femmes, on vit en France. Point. C'est la position que j'ai, que je défends, et je pense que c'est la meilleure position pour favoriser l'assimilation, l'intégration, et éviter que les salafistes gangrènent notre pays. Et comme la classe politique est lâche, faible, eh bien, on aboutit à ce que des pans entiers de notre territoire soient gangrénés, et avec des dangers terribles pour l'avenir. Et les premières victimes, ce sont les Français musulmans qui veulent vivre en France comme les Français, et pas vivre avec 5 siècles de retard. Voilà la réalité. On a du coup plusieurs interrogations par rapport à ce que vous venez de dire, et c'est un maintien par rapport à des interviews précédentes. Simplement, vous dites l'État français doit faire la même chose que ce qu'il a fait avec la religion chrétienne et avec la religion juive. Simplement, vous avez aujourd'hui du coup l'impression que les trois religions ne répondent pas aux mêmes lois? Bah, tout à fait, puisque je vais vous donner un exemple. Vous allez à la synagogue. J'ai été pour Yom Kippour à la synagogue, comme tous les ans. Je suis invité comme député à la mosquée, à la synagogue.
je ne suis pas invité à l'église parce que sans doute je suis catholique, mais parce qu'ils doivent estimer que je suis un dangereux personnage, je plaisante. Mais parce que ça se fait pas, mais ça se fait à la mosquée et à la synagogue. Et je fais un discours d'ailleurs à chaque fois. À la synagogue, vous avez à chaque Yom Kippour, et même, je pense pas seulement à Yom Kippour, la prière à la République française, qui est une très belle prière à la République française. Et tous les rabbins de France lisent cette prière à la République française. Cette prière, elle n'est pas tombée du ciel. Quand Napoléon a fait signer, a écrit la fameuse lettre aux rabbins de France, et je me suis inspiré de ça pendant la présidentielle en prévoyant une charte que tous les imams de France devraient signer, avec 6 points, et je vous envoie à la lire, elle est sur Internet. 1, on reconnaît l'égalité homme-femme. 2, on reconnaît la possibilité de l'apostasie. 3, on reconnaît qu'on a le droit, qu'il n'y a pas de financement étranger du culte, etc., etc. On a mis 6 points. Si chaque imam signait cette charte, s'engage à défendre les valeurs de la République et de la laïcité, mais moi j'ai aucun problème avec personne. Ce que je demande, c'est qu'on ne soit pas dans cet élément de suspicion. C'est que si vous voulez que l'intégration se passe bien, il faut dire les choses. Il faut acter les problèmes. Et que ceux qui ne sont pas contents à ce moment-là, eh bien, ils s'en vont de France. Ils ne sont pas obligés de vivre en France. Personne n'est obligé de vivre en France. Mais on ne va pas modifier le logiciel français républicain laïque, républicain. Ça a un sens. Voilà. On s'adapte au pays dans lequel on arrive. On ne le change pas. C'est tout. Et si les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau, leurs mœurs, ne sont pas capables de faire ça, ben, il y aura un drame. Je vois que le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a été à Lyon avec le pire représentant d'une ligue islamique qui veut brûler les homosexuels, qui veut lapider les femmes adultères, qui veut... Mais c'est dément. Et je vais vous faire une confidence. Deli Boubaker, même si c'est filmé, Deli Boubaker, que j'ai vu le recteur de la mosquée de Paris, me dit en tête à tête, me dit depuis 15 ans, j'ai donné... On connaît les imams qui prêchent la haine en France, au gouvernement français. Pourquoi ils ne sont pas expulsés? Pourquoi ils sont en France? Des imams étrangers qui prêchent la haine, qui disent que les homosexuels, c'est le drame, qui disent que les femmes ne sont pas l'égale des hommes. Enfin, quand même, on va accepter ça dans notre pays, mais quand est-ce que les Français vont se réveiller? Et quand je dis Français, je prends les Français de toute origine. C'est tout. Qui adhèrent à une civilisation. Soit on est capable de dire maintenant stop, et vous verrez qu'à ce moment-là, demain matin, une personne qui soit musulmane, juive, agnostique, on s'en fout. Je m'en fiche complètement. Chacun pratique sa foi comme il veut. En revanche, dans le respect des lois de la République. Voilà. Et c'est votre génération qui va être obligée de trancher ce problème. Et plus on attendra, plus il ne sera pas tranchable, parce que vous avez des gens qui auront été habitués à vivre leur foi dans la haine de l'autre, c'est-à-dire dans la haine d'une civilisation où une femme est libre libre de son attitude. Ça, c'est la position que je défends. Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai encore le droit de la défendre. Et il y a 80% des Français, et on fera des référendums. Et d'ailleurs, là, il y a un référendum qui vient de sortir, un sondage sur le voile des sorties scolaires. 66% des Français veulent qu'on tranche ce problème rapidement. Voilà. Donc, c'est la question de l'image que l'on veut donner de la femme dans notre pays. Et vous croyez que ça s'est fait facilement en 1905, quand les gendarmes venaient ouvrir les congrégations et défoncer les portes des congrégations? Ça s'est pas fait ça s'est pas fait facilement. Hein. Ça gueulait. Et simplement, il y avait des hommes d'État qui, à un moment, ont dit « maintenant, ça suffit ». Et vous avez encore des gens en France, de la religion catholique, qui estiment que c'est horrible et que les laïcards et le petit père Combe doivent aller au diable. Mais la religion catholique s'est adaptée à la laïcité. Ça a été dur. Voilà. Et puis voilà. Et il y a encore des dingues qui estiment autre chose. Mais ils sont regroupés à Saint-Nicolas du Chardonnay, etc. C'est leur choix. Mais on a bloqué le truc. Donc, c'est ça la France. La France, c'est une exception. Et les Américains ne comprennent pas du tout ça, d'ailleurs. Vous avez les Américains, les Anglais, mais à ce moment-là, c'est notre modèle français. Et je vais vous dire une chose, dernier point, j'ai fini. C'est ce modèle qui a permis d'intégrer, d'assimiler des gens venus de partout, différents, parce qu'ils sont différents dans leur identité, et je respecte l'identité de chacun, mais ils obéissent à la même règle commune. Et c'est ce qui évite le communautarisme, qui est un poison.
Parce qu'il n'y a pas de communautarisme possible durable si on laisse faire, ça aboutit au Liban, c'est-à-dire à la guerre. Donc la France peut être un melting pot si elle refuse le communautarisme qui exacerbe les tensions. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu majeur pour votre génération. Du coup, pour terminer sur le sujet, voilà, on va passer toute la soirée là-dessus, parce qu'il n'y a pas de ça. Mais on a peut-être encore 2 dernières questions à poser là-dessus. C'est donc du coup dans la lignée de ce que vous venez de dire. Vous avez déclaré dans votre interview, mais c'est ce que vous venez de nous répéter, si on veut voiler sa femme et ses filles, on va vivre en Arabie Saoudite. Oui. À travers les propos que vous utilisez et qui sont aussi répandus, non pas que par vous, mais aussi par d'autres personnalités de droite. Vous envisagez pas que de droite d'ailleurs. Oui. Vous envisagez uniquement le port du voile comme quelque chose d'imposé et non comme quelque chose de voulu qui correspond à une croyance. Parce que c'est l'image, c'est la femme qui est dégradée, qui perd sa liberté. Et moi j'ai recueilli suffisamment de femmes battues dans mes quartiers populaires par leur mari parce qu'elles portaient le voile pour accepter qu'on laisse faire ça. Voilà. Donc, je vous le dis, elle peut porter le voile chez elle, elle peut porter le voile dans la rue, je ne demande pas le... Mais j'estime, et nous avons une proposition de loi, à l'hôpital, dans les services publics, à l'université, dans l'entreprise, on abolit tous les signes distinctifs de religion. Voilà, point. Et c'est ce qui permettra de vivre ensemble. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est un point fondamental, parce que je connais trop ce qui se passe, et petit à petit, il y a une influence. Bien sûr qu'il y a des jeunes filles voilées qui sont fières de ça, mais c'est leur droit. Mais en revanche, il y a une influence, et il y a eu tellement de femmes. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, Bourguiba, au Tunisie, avait interdit le voile. Et vous avez en Tunisie des mosquées, en Tunisie ou je ne sais plus quel autre pays, des mosquées salafistes interdites. Et le salafisme doit être interdit, parce que c'est un dévoiement de la religion. Il faut arrêter la culpabilité française. Libre à chacun de pratiquer sa foi dans le respect de l'égalité absolue des sexes, de la libération de la femme, de la liberté des mœurs. C'est la marque de fabrique française. Sinon, vous reviendrez en arrière et ce sera terrible pour votre génération et vos enfants. Et du coup, voilà, ça reprend une partie de ce dont vous parlez, notamment en ce qui concerne l'assimilation. Il y a donc, du coup Alain Grèche, un ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui estime que depuis 20 ans, il y a une transformation de la laïcité en France, puisqu'on ne demande plus seulement à l'État d'être laïque, mais on demande également à la population d'être laïque, alors que ceci n'est pas une obligation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Pas du tout. Ça, c'est la vieille ritournelle pour ces soumissions de Houellebecq. Les soumissions, c'est excellent, il y a tout dedans. C'est-à-dire, c'est la pseudo-culpabilisation. On interdit à personne de croire ce qu'il veut croire, d'aller pratiquer sa foi dans son lieu de culte. Aucun problème. En revanche, l'idée de contraindre une société à changer dans son rapport à la liberté de la femme est intolérable. Et il va falloir arrêter, c'est tout. Maintenant, on ne va pas passer la soirée là-dessus, on ne sera peut-être pas d'accord, pas d'accord, chacun son point de vue, vous connaissez le mien. Et on est soutenu par énormément de Français musulmans, et notamment de Françaises musulmanes qui savent très bien ce que ça veut dire pour leur liberté personnelle. Très bien. Je peux vous dire, dans certains quartiers, ça gagne les cages d'escalier, les unes après les autres. Et vous êtes en jupe, alors vous êtes une salope. Et vous êtes ceci, et vous êtes cela. Et ça gangrène comme ça. Et si les Français, dans leur ensemble, ne confortent pas ces femmes musulmanes qui défendent leur liberté, dans tous les pays arabes, lisez le très bon livre de Jeannette Bougrab sur le voile, très bon livre de Jeannette Bougrab, qui explique très bien ces femmes iraniennes qui résistent, ces femmes marocaines qui résistent, qui sont aujourd'hui... mais il faut voir ce qu'elles subissent. Et nous, comme des enfants gâtés, on laisse gangréner les choses dans notre pays, mais c'est votre liberté qui est en jeu. Après, une fois que cette affaire sera réglée, il n'y aura aucun problème à la foi de chacun. Et on va apaiser les choses, au contraire. Et c'est parce que on met la tête dans le sable qu'on est en train de dresser les gens les uns contre les autres. Mais moi, j'ai été boycotté par la mosquée de chez moi parce que j'avais osé prendre parti contre le burkini. Mais vous allez au Maroc, le burkini est interdit. Vous allez au Portugal, s'il y a une femme en burkini, immédiatement, elle est sortie de la plage. Parce que c'est pas accepté. Et parce que c'est comme ça qu'on défendra la liberté des femmes. Vous croyez que vous défendrez la liberté comme ça, avec des bons sentiments? Il y a un moment, il faut acter la liberté, et la liberté de comportement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Maintenant, il y a sans doute d'autres questions, parce qu'il n'y a pas que ça en France, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a la question des retraites qui est fondamentale, et qui est un danger immense. La réforme des retraites est en train de supprimer le régime de retraite par répartition
pour basculer dans un régime de retraite par capitalisation extrêmement dangereux. Bref, il y a d'autres sujets que le voile. Alors, effectivement, il y a d'autres sujets que le voile, et donc justement, vous parliez de la liberté des femmes, et donc on aimerait bien revenir sur le projet de loi pour la PMA pour tous. Donc, dans une interview donnée en septembre 2019, en 2018, pardon, vous avez déclaré « J'aimerais, plutôt que de développer la PMA et à terme la GBA, j'aimerais que dans notre pays, on règle la question de l'adoption. » Donc, est-ce que vous pensez que les couples hétérosexuels doivent continuer à avoir la priorité sur la PMA par rapport aux familles et l'adoption pour les familles monoparentales et homosexuelles et lesbiennes? Ce que j'ai simplement dit, je comprends tout à fait le désir d'enfant d'un couple homosexuel. Je le comprends. Je dis simplement, et j'ai voté contre ce soir, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, le fait d'avoir un état civil où on marque mère numéro 1, mère numéro 2, sans que le père qui existe, biologique, soit mentionné, existe, sans que la filiation soit rappelée, est une hérésie et mauvais pour le développement de l'enfant. Je le maintiens. Et, je finis mon raisonnement. J'ai dit simplement, me fâchant d'ailleurs avec tout le monde, parce que quand on a une position équilibrée dans ce domaine, on se fâche avec tout le monde. J'ai dit qu'il y avait un problème d'adoption en France, pas seulement pour les couples homosexuels, mais pour les couples hétérosexuels, où, parce que l'aide sociale en enfance était devenue un business, et où des enfants sont abandonnés et sont passés de famille d'accueil en famille d'accueil, où ils n'ont pas le temps de s'épanouir dans une famille d'accueil, qu'on les change par les services sociaux, et il y a un vrai problème d'adoption en France, et j'ai dit que ce serait un moyen de répondre au désir de couple, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, tout en ayant un enfant qui est élevé par deux pères ou deux mères, et aura au moins un repère qu'il a un père, qu'il a une mère, et qu'il n'est pas le fruit de deux mères ou de deux pères. J'ai même dit d'ailleurs en plus que je souhaitais, et que j'aurais voté éventuellement le projet de loi sur la PMA si il y avait la levée de l'anonymat du père. Et que là, on est dans le délire le plus total pour répondre à quelques cas très minoritaires. Et je pense que c'est pas bon. Et toute personne qui a été privée de son père ou de sa mère, c'est, par un deuil, par un désastre, etc., c'est qu'une société, à mon avis, peut difficilement créer par la loi des orphelins de père ou de mère. Et que ce n'est pas porter atteinte du tout à l'épanouissement des couples homosexuels que de rappeler une vérité. Voilà. J'aurais pu changer ma position s'il y avait la levée de l'anonymat et si à l'état civil il y avait marqué, à la rigueur mère 1, mère 2, mais qui est père. Toute personne a besoin de se situer. Et on n'a aucun retour d'expérience. Et j'estime que c'est un égoïsme d'adulte par rapport à l'enfant. Maintenant, on verra ce que tout ça donne. Je n'ai pas une position, arrêtée au sens, j'ai essayé d'être le plus, à l'écoute possible des uns des autres. Mais je pense que là, on est dans un excès. Voilà, et que je garde ma position telle que je la ressens. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de retour. À côté de ça, il est enseigné à l'école, notamment en sciences économiques et sociales, qu'il existe de nombreuses formes de familles dans le monde, de par le monde, qui ne sont pas composées d'un père et d'une mère. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer vraiment concrètement en quoi le fait d'avoir des parents qui ne sont pas... Enfin, le fait qu'un enfant n'ait pas un père et une mère, ce soit réellement néfaste pour lui. Tous les psychiatres, tous les pédopsychiatres, tous les gens qui ont écrit là-dessus, vous diront tous la même chose. Bien sûr que deux femmes, deux hommes, deux grands-mères, une grand-mère, une tante, quand il y a eu des deuils, ont élevé des enfants. Mais tous vous diront que l'enfant a toujours été à la recherche de son père et de sa mère. Tous les enfants adoptés ont à un moment une crise existentielle, et c'est normal. Et je ne vois pas au nom de quoi une société peut, comme ça, dire « je crée ça par la loi ». Et je pense que si elle le fait, et c'est pour ça que j'avais une position de compromis, eh bien, elle devait au moins permettre à l'enfant de savoir qui est son père, et que ce père ne soit pas rayé de la carte. Voilà. Maintenant, c'est une position de conscience, chacun sa position, en faites ce que vous voulez, mais c'est ma position de conscience. D'accord, très bien. Bien, en tout cas, on n'a pas pu aborder forcément tous les thèmes puisqu'on est restreint en termes de temps. Mais j'espère qu'on les abordera dans les questions. C'est ça, on va laisser... Notamment l'affaire économique et sociale qui est vitale, parce que la séparation de la société... On va laisser un temps un peu plus long pour le public pour poser des questions. Néanmoins, avant, on va du coup vous présenter une nouveauté chez les rencontres. Ça va être donc ce qu'on a intitulé les minutes actu, et donc Salomé va venir nous rejoindre sur scène.
False start, you've met your maker. False start, you're falling down. False start, but you're not anchored. Far cry from the blueprint of your eyes. Follow the shadows on the road. Carry on the line. Bonsoir. On va passer à un petit temps du coup qui s'appelle la Minute Actu. C'est un temps qui va durer 15 minutes, vidéo comprise, dans lequel on va vous présenter différents extraits de journaux télévisés. Les extraits vont s'enchaîner et si vous souhaitez intervenir, faites-nous signe. Sinon la vidéo continuera. Donc je peux interrompre la vidéo, c'est ça? Oui, bien sûr, je vous fais du signe. Et ensuite vous avez une dizaine de minutes pour réagir aux actualités que vous souhaitez. Donc si tu veux dire merci, on va pouvoir commencer. Allez, baissez la lumière. Vous réagissez aux actualités. Non, mais il y a peut-être après la réaction de Macron. Alors, je vais vous montrer la réaction de Macron. Voilà, là, exemple type de la tartufferie politique de grandeur nature. Il a signé le CETA, alors que pendant la campagne présidentielle, je lui avais posé la question au débat de BFM, et il avait dit on va créer une commission, oui c'est vrai, le CETA, machin, etc. Ils ont créé une commission pour enrober le truc, ils ont attendu 2 ans. La forêt amazonienne brûle, mais les schistes bitumineux au Canada, dans le nord du Canada, tout le monde s'en fout. Le bœuf aux hormones, etc. Donc on signe le CETA, après on joue les grands défenseurs de la forêt amazonienne, parce que le méchant, ça tripe sans aucun doute Bolsonaro, qui a d'ailleurs gagné après un coup d'État, quelque part, à l'égard de Lula. Donc bref, et comme par hasard, d'ailleurs, l'Union européenne a signé le Mercosur dans le dos de Macron. Et Macron nous expliquera que la France ratifiera le Mercosur que si il y a des conditions environnementales en Amazonie. On nous en trouvera 1 an avant, et on nous dira oui, on a signé le Mercosur parce que finalement, vous voyez, ils ont pris des engagements, etc. Donc la vraie question, et c'est le drame aujourd'hui, c'est que la moitié du CO2 que chaque Français émet est lié à des produits importés. En fait, on a délocalisé notre pollution. Voilà, c'est ça la réalité. On délocalise notre pollution. Déficit du commerce extérieur, effondrement de la production locale, déficit de la sécurité sociale, baisse du taux de chômage extravagant dans notre pays et faiblesse du pouvoir d'achat. Donc la seule question qui se pose, et c'est que la seule condition pour limiter le réchauffement climatique, c'est de relocaliser, c'est de remettre en cause les accords de libre-échange, c'est de trouver un système mondial de libre-échange équilibré par grandes zones continentales, comme l'avait proposé, vous devez l'étudier quand même encore, Maurice Allais, prix Nobel d'économie français, qui avait tout écrit il y a 30 ans et qui avait prévu les dégâts de ce libre-échange complètement fou. Voilà. Alors, tous les bobos qui pensent que parce qu'ils vont circuler en vélo et en trottinette à Paris, c'est formidable, mais on importe tous nos produits de Chine, qui est un désastre total, voilà. Moi, je veux bien, je suis le premier d'accord. Entre nous, c'est pas tant le réchauffement climatique que la pollution. Le drame il y a quand même 820 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim dans le monde, ça, tout le monde s'en fout. Il y a une misère humaine incroyable. Mais c'est curieux, c'est le réchauffement climatique qui marque les esprits. Moi, je pense qu'il y a une raison psychologique, c'est que le réchauffement climatique, il y a un sentiment d'étouffement, et ça renvoie aux grandes peurs millénaristes, etc. Alors qu'en fait, le problème majeur, c'est la pollution, c'est la faim, c'est le problème des plastiques, c'est le problème de l'eau, c'est etc., etc. Bon. Tant mieux si ça permet une sensibilisation, mais de grâce, un peu de cohérence entre les pétitions de principe et les actes quotidiens. Désolé, je serai moins long le prochain. Il y aura peut-être moins de choses. Je m'appelle Marion et je travaille pour la société éolienne en mer Île de Marmottier. Nous allons installer 62 éoliennes à une quinzaine de kilomètres des côtes d'ici quelques années, puisque le projet a obtenu ses autorisations en fin d'année dernière, en octobre.
Maintenant, on est dans une phase de recours administratif contre le projet qui devrait prendre environ 2 ans. Et donc, on compte commencer à installer les éoliennes en mer en 2022 pour un début d'exploitation du parc fin 2023. Moi, je ne vais pas être trop long sur les éoliennes, c'est la plus grande arnaque environnementale qui existe. C'est de la défiscalisation, c'est produit à l'étranger, c'est complètement inadapté à notre système d'énergie nucléaire, puisque le principe des éoliennes, c'est que ça marche quand il y a du vent, et nous avons un système de flux continu nucléaire. L'arrêt du nucléaire en Allemagne, qui est le meilleur moyen de lutter contre le CO2, fait que les Allemands produisent 6 fois plus de CO2 pour produire leur électricité, et les Polonais 10 fois plus de CO2 que les Français. Je vous invite, tiens, à regarder une carte d'un site internet, d'ailleurs je crois qu'il est anglo-saxon, ou je ne sais plus d'où il est, qui est très intéressant. En temps réel, il vous montre le bilan carbone de la production électrique en Europe. C'est fascinant. Grâce à l'énergie nucléaire, on a 6 fois moins de bilan carbone, et nous sommes le seul pays qui a respecté Kyoto. Bon. Et des intérêts financiers de défiscalisation sont en train de pourrir le pays d'éoliennes. Le coût du démantèlement n'est pas mis, etc., etc. Je crois beaucoup plus au solaire, je crois beaucoup plus aux économies d'énergie, d'isolation. Le gouvernement, projet de loi de finances, on supprime l'aide d'isolation, on le remplace par une prime qui ne va pas marcher, qui est très complexe, pour faire des économies de chandelle. On est en plein délire. Économie d'énergie, solaire, hydrogène, biomasse. En un mot, vraiment qu'on arrête ce délire. Mais c'est tellement facile de prendre prétexte du réchauffement climatique pour défiscaliser des éoliennes qui seront abandonnées dans 20 ans et qui coûteront une fortune. C'est ahurissant. Dernier point sur le nucléaire, pour vous schématiser ma pensée, il faut passer à un nouveau nucléaire, qui est le thorium, qui présente l'avantage énorme de ne pas avoir de déchets, d'avoir aucun risque d'explosion et d'accident comme on a connu. Mais là, la filière nucléaire a beaucoup de mal à changer de cycle. Et c'est par la recherche qu'on réussira à résoudre le problème environnemental. C'est pas par le délire actuel d'immobilisme et d'intérêt financier. Voilà. Je vous ai fait ma synthèse sur les éoliennes. Du coup, on va pouvoir continuer. Il aura fallu une vingtaine d'heures aux pompiers pour venir à bout de cet incendie hors norme. Un site industriel sensible, en grande partie ravagé, où 120 pompiers restent en alerte pour des opérations de refroidissement et de surveillance qui devraient encore durer plusieurs jours. Ouais, je dis juste 10 secondes, j'ai été à Rouen. Quand même, le gouvernement, d'ailleurs, c'est 2016, la suppression la loi de travail qui a réduit les comités d'hygiène et de sécurité. Voilà. Alors, tout le monde est écolo, c'est formidable, etc. Mais on a réduit la surveillance des usines Céveso. Donc, il y a un moment, pour revenir là aussi sur Terre, on a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État régalien, on a besoin... L'écologie, c'est d'abord que l'État contrôle ses usines. Et on a allégé les surveillances. C'est ça, la réalité. Et donc, moi, ce que je demande, l'écologie, c'est le long terme, et c'est quand même l'État, au-delà des groupes d'intérêt. D'ailleurs, il y a une femme très bien, tiens, vous devriez l'inviter, elle viendrait chez vous, c'est Delphine Bateau, du gauche. C'est une femme très bien qui a lutté contre les lobbies. Les lobbies, elle vous dirait beaucoup de choses, même si je ne suis pas d'accord du tout, surtout avec elle. Femme très courageuse. Elle pourra vous dire beaucoup de choses sur l'écologie. Ancienne ministre de l'Agriculture qui a été virée parce qu'elle a osé s'opposer à... lobby... Je n'en dis pas plus, on est filmé. % des suffrages pour le Rassemblement national de Jordan Bardella, 22,41% pour Nathalie Loiseau et la liste Renaissance, moins d'un point, donc sépare les deux premiers. Troisième position pour Yannick Jadot à 13,47. La droite de François-Xavier Bellamy. Ça, c'est du sadisme. 48 et la France Insoumise à 6,31. Vous découvrirez les autres résultats tout à l'heure. Pas de changement de voix. Les voici. Donc Raphaël Glucksmann pour Place Publique, un peu plus de 6. Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde et Yann Brossat, bien en dessous donc des 5%. Ces élections sonnent du bipartisme en vigueur depuis près de 40 ans au Parlement. Les deux qui restent les principaux partis, le PPE et les sociodémocrates, n'ont plus à eux deux la majorité absolue. Ils sont obligés de se chercher des alliés. L'immigration au cœur également d'une polémique à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié à un de ses commissaires le portefeuille de la protection de notre mode de vie européen.
vous souhaitez intervenir? Non, on a déjà beaucoup parlé de ça. Parce qu'on parle justement de cette décision qui a été prise par Donald Trump de retirer les troupes de Syrie. C'est le sujet du décryptage avec James Sandré. Alors en retirant ses troupes, Donald Trump respecte sa promesse de campagne. Et c'est sans doute là l'essentiel pour le président américain. Très concrètement, à peu près tout le monde lui a conseillé de ne pas le faire. Mais j'avais notamment couvert cette campagne pour France 24 à l'époque. À chaque meeting, il avançait cet argument. Les États-Unis n'ont pas vocation à régler les problèmes du monde. Nos soldats doivent rentrer à la maison le plus vite possible, et donc finalement c'est ce qu'il fait. Il le fait envers finalement et contre une très grande partie de son administration, envers et contre son propre camp au niveau politique. On vient de le voir dans le reportage qui a précédé au niveau du Congrès. Bref, il le fait parce qu'il l'a promis à sa base électorale. Et finalement, dans la tête de Donald Trump, il semblerait que ce que pense sa base électorale soit plus important que les enjeux géostratégiques, notamment de laisser le terrain à des pays comme la Russie ou comme l'Iran. Merci James, c'était le décryptage. Oui. Je peux intervenir là-dessus? C'est extrêmement important. C'est sans doute les événements les plus importants de cette année. Moi, ce que je veux dire là-dessus, deux choses. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN. J'avais dit exactement que c'était une folie. On nous avait expliqué qu'on allait peser davantage, que c'était formidable, etc. On a mis une base à Abu Dhabi et tout le tintouin. On a enlevé nos bases en Afrique d'ailleurs. Je me souviens, j'étais à la commission de la défense, j'ai hurlé, on m'a traité de vieux ringard, réactionnaire, gaulliste, dépassé, etc. 10 ans après, tous les atlantistes, on les attend, plus personne. Parce que Donald Trump fait la politique des Américains, voilà. Il fait la politique de son intérêt. Et ce qui est tragique dans cette affaire du Moyen-Orient, c'est que la France avait une voix, grâce à Jacques Chirac, pour être honnête, sur le refus de l'Irak, avait une voix, parce que la France, vous connaissez, puissance en Syrie, au Liban, etc. On avait notre voix, qui n'avait rien à voir avec notre puissance. Et notre indépendance de fonctionnement nous permettait de compter davantage que notre poids économique. En s'alignant sur l'OTAN, on est devenu dépendant, on a perdu toute marge de manœuvre, et en plus on est lâché en race campagne. C'était évident. On a fermé notre ambassade à Damas, Alain Juppé qui s'est trompé sur tout depuis 20 ans. Ils étaient fiers, ceux qui ont fait la Libye. Bravo, c'était magnifique. Donc, une aberration. Ensuite, on a laissé le terrain libre. On a livré des armes aux rebelles syriens. Ah oui, qui les ont filés à Daesh. Bravo, magnifique. Ensuite, on a été faible avec la Turquie, qui a eu un double jeu permanent avec l'État islamique, avec Daesh. Scandale absolu, notamment sur l'approvisionnement en pétrole de Daesh. Scandaleux. Et la mosquée de Mulhouse ou de Strasbourg est financée par Erdogan. Bravo, on continue. Quatrième point, on donne des milliards d'euros à la Turquie. Parce que M. Erdogan nous menace. Non mais on croit rêver. Quatrième point, on remet la Légion d'honneur, ça c'est François Hollande, à l'Arabie Saoudite. C'est vrai que c'est un modèle de droits de l'homme. Bon, non mais attends, je rêve quand je vois ça, c'est un cauchemar. Après on a les attentats du Bataclan, on réagit mollement, et puis on attend que les Américains décident. François Hollande, je me souviens, entretien, je ne vais pas révéler les entretiens privés, la Syrie va voir, Assad va voir ce qu'il va voir, tu parles, Obama change d'avis en pleine nuit, François Hollande, perdu avec Laurent Fabius, grande politique. Et puis ça continue après avec Trump. Mais enfin, quand est-ce qu'on va comprendre, qu'on ne pèse que quand on est libre. Deuxièmement, on ne pèse que quand on se donne les moyens de sa défense. D'où l'importance de ne pas avoir laissé racheter Alstom par General Electric pour nos turbines, puisqu'on dépend maintenant complètement des Américains sur des produits de haute technologie. Général de Gaulle avait mis 20 ans pour conquérir une indépendance technologique. Et puis, troisièmement, les Européens qui sont où ? L'Europe, toute la journée, Van der Leyen, on avait mis la pire vendue à la CIA de Madame Goulard comme commissaire européen. Heureusement, ils lui ont fait la peau, comme quoi on n'est jamais servi d'être collabo. Ça ne marche jamais. Bon, donc, très clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont où, les Européens ? Parce que là, on a besoin de l'Europe. Moi, là, je suis européen, c'est-à-dire qu'on a besoin, à 3 ou 4 puissances, de pouvoir dire à la Turquie, stop.
Mais qui va dire stop? Qui est le maître aujourd'hui là-bas? La Russie, qui a remarquablement bien joué. C'est ahurissant ce qui se passe, de nullité de nos dirigeants, de soumission pour obéir à des intérêts, tout ça pour vendre quelques trucs à l'Arabie Saoudite et avec quelques entreprises, etc. Donc moi, et là-dessus j'ai des propositions très précises, parce que vous êtes précis, je viens de rédiger un blog que j'ai envoyé là tout à l'heure, j'espère qu'il passera quelque part. 1, on rouvre l'ambassade à Damas. 2, on soutient clairement Assad parce que c'est la seule solution. 3, on défend les Kurdes parce qu'ils ont combattu l'État islamique, et notamment les femmes kurdes. Et elles ne mettent pas des voiles sur la tête, elles prennent des kalachnikovs et elles se battent. Et je suis désolé, elles se battent. Et s'il n'y avait pas eu ces femmes turques, ces femmes kurdes qui sont mortes pour nous, vous auriez peut-être eu d'autres attentats. Donc il y a un moment, il faut aussi défendre les alliés qui nous ont défendus. Et il y a un très beau film qui est en train d'être fait de Caroline Fourest. Pourtant c'est une gauchiste et je l'aime bien. Pour ça, elle est courageuse. Sur les Kurdes, les femmes kurdes, et bien les femmes kurdes, je peux vous dire, elles se sont bougées autrement que les gens dans leur fauteuil à Paris. Donc les femmes kurdes, on n'a pas le droit de les laisser tomber. Et ce qui se passe là est très grave, parce qu'à cause de la décision de Trump, mais pas la décision de Trump en soi, la faiblesse des Français et des Européens. Donc il faut bâtir une organisation de défense, de coopération de défense avec les Anglais, avec les Allemands, avec les Italiens, mais où on garde notre libre arbitre, on a notre autonomie stratégique, notre autonomie technologique, et à ce moment-là, on pourra agir le moment venu. Parce qu'aujourd'hui, on est ridicule, on est impuissant, et c'est la Russie de Poutine qui nous donne des leçons. Voilà. Voilà où mène l'idéologie bobo, soumise, impuissante, atlantiste de toute la classe politique depuis 10 ans. Merci pour cette Voilà. intervention. Désolé, j'ai été... Mais parce que ça me révolte. Ça me révolte de voir ce qui se passe là. Et les Kurdes massacrés, et les djihadistes libérés. Non mais attends. Là, on n'entend plus la presse bien pensante. Hein. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, merci beaucoup. Et Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas où il est passé. Non mais attendez, il est où? Non mais attendez, c'est quand même le type qui nous a fait envahir Benghazi et liquider Kadhafi. C'est pas que j'aime Kadhafi, mais je veux dire, non mais attendez, parce que ce qui est incroyable, je finis là-dessus, c'est que tous ceux qui ont donné des conseils, tous ceux qui ont dit qu'on était des abrutis parce qu'on osait prôner une autre politique, ils sont où maintenant, face à ce fiasco de politique étrangère? Alors, merci beaucoup. Vous Voilà. aurez le temps de continuer à argumenter au moment des questions du public. C'est justement le temps sur lequel on va passer. Donc, la parole est à vous. Ils ont provoqué un peu, hein, pardonnez-moi, mais il y a un moment, il faut quand même... Bonsoir monsieur le député, moi aussi je vais vous provoquer un peu. Allez-y. Alors regardez où vous êtes. Voilà, là, pardon, excusez-moi. Je suis ravi que vous parliez d'autonomie stratégique ou d'indépendance. Et vous qui vous dites souverainiste, comment expliquez-vous que vous êtes rallié avec un parti financé par des banques russes? Comment expliquez-vous une alliance avec un parti qui est le cheval de Troie de la Russie en France? Quelle indépendance pour la France avec un parti tenu financièrement par la Russie? Vous parlez d'hypocrisie, mais ce n'est pas vous le tartuffe dans cette histoire. Alors moi je vous réponds très clairement. D'abord, c'est pas la Russie qui a massacré des gens au Bataclan, c'est l'État islamique. Voilà. Donc, premièrement. Hein. Voilà. Donc moi j'ai tout à fait bonne conscience et je n'ai jamais soutenu des gens ni allé faire des conférences dans des pays qui ont été ambigus vis-à-vis des djihadistes qui ont assassiné nos enfants. Premier point. Deuxième point, le Front National, c'est le Front National. Moi, c'est Debout la France, c'est pas la même chose. Troisième point, beaucoup de gens ne se sont pas inquiétés des financements de M. Macron. Voilà. Alors, vous savez, en tout cas, moi, je ne suis pas financé, rassurez-vous, ni par la Russie, ni par l'Arabie Saoudite, ni par Londres, ni par les États-Unis. Je suis financé par des Français qui défendent une certaine idée du pays. Et nous n'avons jamais eu la moindre affaire chez nous, et j'en suis fier. C'est vrai qu'on est pauvre, mais au moins on est libre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous dites que les problèmes
que les vrais problèmes actuellement sont environnementaux, économiques, mais ne pensez-vous pas que votre propre xénophobie est un véritable problème? Vous n'avez aucune compassion donc pour la pauvre femme voilée qui s'est fait agresser et humilier devant son pauvre enfant, le poussant donc ainsi au bord des larmes? Je pense que non, car vous êtes islamophobe. Vous-même avez dit que la France a un problème avec les islamistes. Vous commettez un terrible amalgame. Vous mélangez terrorisme islamiste et islamisme. Oui. Et je pense qu'un homme politique de votre rang devrait faire attention à de tels quiproquos, mettant ainsi la France à feu et à sang, jetant des braises sur le feu de l'islamophobie et menaçant notre douce France, pays des droits de l'homme. Je vois que je n'ai pas pu vous convaincre, mais vous riez en posant votre question, alors que si vous étiez sincère dans votre conviction, vous ne ririez pas. Parce que vous avez l'air d'en faire un jeu. Et c'est pas un jeu. Et je respecte chaque personne et ce qu'elle ressent. Voilà. Moi, je crois au contraire je crois au contraire, si je peux vous répondre, c'est un dialogue, moi je vous ai écouté, je crois au contraire que si on ne lutte pas contre l'islamisme intégriste, qui est contraire à toutes nos valeurs, on va aboutir à une vraie France coupée en deux, avec des drames. Et je crois au contraire que c'est l'intérêt, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas argumenter plus, c'est l'intérêt de l'ensemble des Français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, et vous vous trompez vraiment sur moi, de régler ce problème. Et je vais vous dire, chère madame, si vous étiez venu dans ma circonscription, les journalistes étaient les premiers surpris, vous auriez vu que j'ai été sauvé aux législatives, après cet accord qui a suscité beaucoup de choses, par justement des femmes et des hommes de toutes les couleurs, de toutes les religions, qui savent qui je suis, et qui me disaient bravo, vous avez été courageux, parce que vous savez ce qu'on vit, et c'est pas abstrait. Donc, voilà. Moi, j'ai aucun complexe à dire ce que je pense, parce que je n'ai jamais prononcé la moindre parole et ni eu la moindre pensée xénophobe ou raciste de personne. En revanche, j'estime qu'il y a un fascisme islamiste qui est en train de s'abattre sur le monde, et je vais vous dire, j'ai des amis marocains, tunisiens, etc., qui me disent, oui, je vous le dis, qui vivent au Maroc, qui sont députés, excusez-moi, vous pouvez rigoler, qui sont députés, qui sont ministres, et qui me disent quoi? Et qui me disent, quand on vient en France, on se dit, mais vraiment, mais vous êtes complètement dingue d'être aussi faible à l'égard de ce fascisme islamiste. Car nous, on sait ce que c'est. Nous, on sait le combattre. Et pourquoi vous êtes si faible? Voilà. Donc c'est une affaire grave. Et c'est une affaire historique. Et si on n'est pas lucide sur ce qui se passe, on le paiera beaucoup plus cher. Et il vaut mieux crever l'abcès maintenant. C'est jamais bon de laisser pourrir quelque chose. Et moi, je préfère qu'on crève l'abcès dans le respect des êtres, mais sans tomber justement dans l'excès. Parce que si on laisse pourrir les trucs, alors après, on aura, oui, des oppositions qui seront des oppositions d'origine, de religion, etc. Mais là, c'est pas la question des musulmans ou pas des musulmans. C'est même pas la question de l'islam ou de l'islam. C'est la question d'un islamisme qui s'empare de l'islam de France et qui est dangereux. Et donc, il faut agir avant qu'il soit trop tard, avant que le poison soit là. Parce que le poison va abîmer des gens, va détruire, faire des coupures. Et vous avez raison sur un point. Plus on attend, plus il y a le danger d'avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il faut traiter les choses tout de suite. Bon, je me suis beaucoup exprimé, on ne va pas passer la vie là-dessus. Il y a sans doute d'autres questions, mais je maintiens ma position là-dessus. Enfin, c'est pas à moi de dire qui doit parler. Vous passez le micro, je ne sais pas qui parle, je vois pas. Oui, pardon, mademoiselle. Bonjour, allez-y. monsieur. Je voulais vous poser une petite question en tant que science-piste, comme vous êtes en tant que science-piste. C'est quoi? Élève de Sciences Po. Ah, Sciences-Piste. J'ai juste une question par rapport à la rhétorique, monsieur. C'est-à-dire que ici à Sciences Po, nous apprenons énormément à parler, à convaincre. Et ici, depuis 1 heure, vous tenez un discours qui nous ressemble beaucoup lorsqu'on essaie de faire ce genre d'exercice. C'est-à-dire que vous utilisez énormément d'amalgame, par exemple, donc comme l'a évoqué ma camarade. Vous utilisez des exemples particuliers pour les généraliser. Par exemple, vous dites que tous les psychiatres, par exemple, en parlant des enfants n'ayant pas de père, etc. Vous parlez de délire aussi en évoquant vos opposants politiques.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'en utilisant ce langage, dont voilà, nous connaissons les clés, vous manipulez un certain nombre de la population et donc vous usez d'une forme de populisme sans que ce soit forcément négatif, mais est-ce qu'il n'y a pas cette manipulation par le langage que vous utilisez? Alors là, vous pouvez... Alors je vais vous dire, soyez pas prétentieux, les gens de Sciences Po parlent pas mieux que les autres. Je vois pas en quoi à Sciences Po on apprend spécialement... Enfin, je trouve votre façon d'être un peu sentiment de supériorité parce que vous êtes à Sciences Po. Je n'ai pas ce sentiment que... Enfin, en tout cas, moi, je parle pas justement comme... Enfin, je parle comme je parle. Je me pose même pas la question de savoir si je parle Sciences Po ou pas Sciences Po. Je m'en fiche complètement. Je dis ce que je pense. Et dans une vie politique où il y a eu tellement de conformisme depuis tant d'années et la vie politique, les Français n'en peuvent plus. Donc, voilà, je n'ai pas le sentiment de... Je dis ce que je pense, c'est tout. Alors vous n'êtes pas d'accord, donc vous imaginez des trucs très savants, mais il n'y a pas besoin de... Pour manifester votre désaccord, vous n'avez pas besoin d'inventer un truc complètement compliqué. Hein. Voilà, moi je dis ce que je pense et je vous explique mon raisonnement. Je ne me pose pas des questions existentielles, chaque fois je prends la parole. Je fais preuve de conviction, voilà, à partir d'une analyse telle que je la vois dans mon expérience et mes lectures. Voilà. Mais vous êtes beaucoup trop intelligente pour moi, voyez. Je dois être un peu demeuré comme les populistes. J'aimerais revenir avant toute chose sur vos propos que je cite et que vous tenez à répéter à toutes vos conférences. Si on veut voiler sa femme et ses filles, on va vivre en Arabie Saoudite. Je peux pourtant vous assurer que moi-même, qui suis un enfant de cette République française et qui suis complètement imprégné des valeurs de notre nation, peux décider demain à 19 ans de me voiler et vous ne pourrez me faire croire que je n'ai pas ma place dans l'enseignement supérieur et notamment à Sciences Po. Néanmoins, je trouve que les débats sur un bout de tissu est un débat stérile qui remplit bien vos discours vides. J'aimerais donc souligner notre ras-le-bol face à votre rhétorique négative sur la question de l'économie. Comment pouvez-vous restreindre tout un programme économique à la seule volonté de relocaliser des emplois? Ah, ça je ne l'avais jamais fait encore. Ben écoutez, quand dans un pays il y a 5 800 000 chômeurs, quand dans un pays il y a un déficit du commerce extérieur de je sais pas, 50 milliards ou 60, vous vérifierez, c'est entre 40 et 60, quand on a perdu des parts de marché considérables au niveau européen, il y a de quoi s'inquiéter. Et si on veut s'en sortir, financer notre régime de retraite, financer notre prestation sociale, il faut à un moment se poser la question de savoir comment on relocalise des activités, comment on offre un emploi aux Français, comment on leur permet de vivre décemment de leur travail. Et la relocalisation est un objectif primordial. Voilà. Alors, moi j'estime que on avait un programme économique à la présidentielle qui était, je crois, assez concret, qui d'ailleurs s'est inspiré beaucoup de ce qui se faisait en Asie, puisque j'avais été voir la Corée du Sud, Singapour, tous ces pays qui ont très bien réussi, et on s'aperçoit qu'ils mettaient en place, vous pouvez rire, mais ils ont mis en place une vraie stratégie économique. Une vraie stratégie qui mêle ouverture sur le monde et protectionnisme intelligent, conquête scientifique, recrutement des meilleurs ingénieurs européens et américains, et qui sont montés en gamme et qui ont rattrapé notre niveau de vie. Excellence de l'enseignement, méritocratie, etc. Et moi, quand il y a des pays qui réussissent, je vais voir ce qu'ils font. Et je pense que la politique d'Emmanuel Macron est en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il a pris des mesures pro-business, entre guillemets, mais sans conditionner ces mesures à l'irrigation dont qu'il attend et qui ne vient pas. C'est-à-dire que pour moi, il faut, pour créer de l'emploi en France, avoir une vraie politique différente de compétitivité, de baisse de charges, de baisse de fiscalité, mais sous condition d'investissement dans le pays. Sous condition d'investissement dans des zones du pays qui perdent des emplois, ce qu'on appelle les zones périphériques. Car si on concentre tous les emplois en Île-de-France et dans quelques métropoles, on ne résout pas le problème d'équilibre du territoire. Nous avons bâti un programme, vous pouvez le regarder sur Internet, il y a 25 propositions pour relocaliser, qui ne sont pas des propositions de protectionnisme aigu, mais qui sont simplement des propositions que l'Allemagne fait au quotidien, que les États-Unis commencent à faire, que les Chinois font en permanence, que le Japon fait en permanence, que Singapour a mis en œuvre. Et donc j'invite simplement les Français à faire preuve d'un peu moins de naïveté et à défendre leurs intérêts. Parce que je ne me résoudrai jamais d'avoir 6 millions de chômeurs, d'avoir
des gens qui se suicident à 50 ans parce qu'ils n'ont plus de boulot. Voilà, parce qu'on a délocalisé. Et venez avec moi dans les usines délocalisées du Nord-Pas-de-Calais, vous verrez que c'est monstrueux ce qui se passe. Alors c'est facile quand on est dans des zones favorisées, mais il y a un moment, il faut penser à toute cette France périphérique qui est en train de crever sur pied. Voilà, c'est tout. Bon, alors voilà pourquoi je pense que c'est élémentaire, mais ça ne veut pas dire que tout est lié uniquement à la relocalisation. C'est un ensemble d'écosystèmes économiques qui est la condition du maintien de notre protection sociale. Et les deux vont de pair. Mais si on n'a pas ça, je ne vois pas comment on maintiendra notre protection sociale. Bonsoir, monsieur Dupont. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous demander, n'avez-vous pas l'impression que le procès d'intention qui vous est fait ici et maintenant n'est pas le témoignage de l'appauvrissement culturel et intellectuel de notre génération par rapport à celle d'au-dessus? Et n'avez-vous pas également l'impression que les questions identitaires qui monopolisent le débat au lieu de s'intéresser à des questions économiques ne sont pas un écran de fumée pour masquer celles-ci, comme par exemple le fait que l'on trafique les statistiques quant au chômage et au fait que nous subissons aujourd'hui un chômage de masse auquel la population semble s'être tout à fait habituée. Merci. Et donc vie à la médiocrité. Vous savez, Lénine parlait des idiots utiles du système. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Mais chacun a sa position, je respecte chaque position. Je dis simplement qu'il ne suffit pas d'annoncer des thèmes pour... voilà, c'est la vie. Moi, j'accepte toutes les contradictions si elles sont un minimum argumentées. Après, je ne peux pas empêcher la caricature. Ce que je dis simplement, c'est que, si vous voulez, les oligarques sont ravis de diviser pour régner, et notamment de diviser les pauvres. Et on oppose les pauvres sur des questions d'identité. Moi, je ne crois pas à l'identitarisme, je crois à l'assimilation. Mais l'assimilation, ça ne se décrète pas, c'est le fruit d'un processus. Et pour qu'il y ait un processus, il faut que ceux qui veulent que les autres s'assimilent à eux sachent qui ils sont aussi. Et le problème de la France, c'est qu'elle a abandonné l'assimilation républicaine et nationale, parce qu'aussi les élites ont abandonné l'idée de savoir ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils défendent? Quand un ancien président de la République se trimballait avec un t-shirt marqué New York Police, après, qu'est-ce que c'est la France? Voilà, vous pouvez intégrer et assimiler si vous défendez un modèle. Moi, je crois défendre, après on peut dire que vous n'êtes pas d'accord et tout, je défends un modèle, qui est le modèle d'un pays liberté, égalité, fraternité, qui a une histoire millénaire, qui est porteur d'un humanisme et un humanisme exigeant. Et ça passe par une exigence. Voilà. Après, on peut ne pas le comprendre. On peut en être en désaccord. Mais au moins, il y a une cohérence. Voilà ce que je peux vous dire. Mais le point clé, c'est comment, au-delà, pour moi, il y a 3 défis. Je vais vous donner les 3 défis que je vois. Premier défi, on en a parlé. Est-ce que la société française accepte de passer dans le communautarisme et la guerre civile à terme? C'est son choix. Face à des fascistes qui savent très bien ce qu'ils veulent. Deuxièmement, et les fascistes ne sont pas ceux qu'on croit. Les fascismes islamistes, on les connaît. Ils ont fait des ravages partout. Et ils veulent s'emparer de l'Europe. C'est ça le grand défi démographique, culturel, assimilationniste. Deuxième défi, et là-dessus, je ne suis pas pour une guerre de civilisation de certains d'extrême droite. Je suis au contraire pour l'assimilation. Ce n'est pas la même chose. Deuxième défi, c'est le défi de la production en Europe, c'est-à-dire le défi de la relocalisation pour sauver notre système social. Il y a une droite qui ne veut pas du système social. Moi, j'y tiens au système social, mais s'il est financé, et s'il n'aboutit pas à l'assistanat qui décourage le mérite. Donc il faut réinventer notre système de production de mérite et social. Et puis le troisième grand défi, où l'Europe est en train de sortir de l'histoire, c'est le défi scientifique. C'est complètement dingue ce qui se passe. Parce que pendant qu'on vous occupe sur l'imam complètement dingue qui veut islamiser le quartier, et qu'on laisse faire, et bien pendant ce temps-là, vous avez des grandes entreprises multinationales qui sont en train d'imposer leurs lois, et nous perdons notre souveraineté numérique, l'intelligence artificielle, les robots. Le destin de la France et de l'Europe dépendra de notre capacité à investir massivement dans ces technologies, à nouer des coopérations européennes et à fonctionner. Voilà les 3 grands défis du siècle, pour nous. Et pardonnez-moi, il y en a un autre qui va avec,
mais qui est lié au premier, c'est le défi du développement de l'Afrique. Parce qu'on a parlé d'islamisme, mais il y a le problème migratoire. Et le problème migratoire, c'est lié au développement de l'Afrique. L'Afrique va doubler de population en 30 ans. C'est un choc majeur. Si on ne le comprend pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre du Mali, c'est le président du Niger, c'est le président du Nigeria, il faut connaître ce qui se passe. Et si on ne donne pas un avenir à l'Afrique qui a déjà 1,2 milliard d'habitants, qui va doubler en 30 ans, avec des problèmes majeurs de développement, de misère, eh bien on ne résoudra pas le problème européen de migration, c'est évident. Donc vous voyez bien l'étendue des défis. Et ça, est-ce qu'on en parle beaucoup à la télévision? Non, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. Voilà. Donc vous avez un devoir, au moins les études servent à ça, au moins se documenter sur les défis qui sont devant nous. Après, chacun pense ce qu'il veut sur les manières de les résoudre. Et puis vous savez, on évolue dans le temps, heureusement. On ne répète pas comme des perroquets les mêmes slogans. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais la décence m'oblige à ne pas aller trop loin. Bonjour, alors c'est marrant que mes camarades viennent de parler de manque de culture et d'information parce que j'ai fait quelques recherches sur vous, notamment sur les décodeurs, le site du Monde. Bon, ça, les décodeurs, c'est plutôt les déconneurs. Hein. Le site du Monde, on le connaît. Allez-y. Ben, je vais vous dire, le site du Monde, je vais vous raconter des anecdotes. Si vous croyez encore le Monde. J'ai d'abord relevé que vous avez menti aux Français en affirmant que la viande arrivant du Canada était bourrée d'hormones. Vous avez ensuite menti aux Français sur les chiffres de l'immigration, à deux reprises, d'abord en disant 18 millions en 5 ans, puis... C'est 6 ans. Alors ce chiffre comprend les migrants européens, donc c'est-à-dire qu'un Français qui part habiter en Allemagne, sur ceci, non, mais je vous répondrai. Enfin, vous avez menti sur la baisse du pouvoir d'achat des retraités en parlant d'une baisse de 1 000 € par an, alors que ça avoisine des 350 selon le Monde. Donc moi, ma question c'est, comment expliquer vous ces mensonges avec des politiques qui touchent donc les Français les plus vulnérables, qui manquent le plus d'informations, étant donné que vous vous positionnez comme un proche du peuple et apparemment bien plus transparent qu'Emmanuel Macron et que les autres politiques. Alors je vais vous répondre. Sur les chiffres, le Monde. Avant la campagne présidentielle de 2017, j'annonce 500 000 travailleurs détachés. Contrat de travail détaché, exactement. Les décodeurs disent horrible, horrible, Dupont-Aignan raconte des salades, menteur, etc. J'avais le vrai chiffre du ministère du Travail. Simplement, il n'était pas public. C'est curieux, 3 mois après la présidentielle, Le Monde sort le vrai chiffre, 522 000 ou 500 000, vous vérifierez. Travailleurs détachés, contrat de travail détaché. Voilà pourquoi je suis sceptique sur l'utilisation politicienne du truc du Monde. Sur les chiffres de l'immigration, je me suis trompé sur une année. 18 millions, 6 ans hors Europe. Hors Europe. Et là, je me suis trompé, c'était pas 5 ans, c'était 6 ans. Mais à la rigueur, même si c'était 12 millions, comme le disaient mes adversaires sur le plateau, c'était quand même un problème. Sur le pouvoir d'achat des retraités, alors là, le truc du Monde prend certaines catégories. Moi, je parlais d'une catégorie. Et d'une manière générale, les retraités ont été accablés par Emmanuel Macron, et ils le savent bien, je peux vous dire, allez vous balader, voir des retraités, ils verront, vous verrez ce qu'ils vous disent. Donc, j'ai pu commettre des erreurs. J'ai commis une erreur sur les 18 millions en 5 ans, 6. On n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, vous regarderez tout ce que j'ai dit et toutes les reprises, même de l'IB, il me donne souvent raison. Donc je ne peux pas vous dire plus. Et quand il me donne tort, c'est toujours avec des arguments extraordinaires, puis à la fin on s'aperçoit, ça fait shit. On s'aperçoit que les chiffres sont quasiment les mêmes. Donc, simplement, je vais vous dire pourquoi plus personne n'a envie de lire ces journaux. C'est parce que, où il n'y a que l'oligarchie qui les lit, ou ceux qui veulent penser comme ça. Heureusement, c'est qu'à un moment, c'est tellement de mauvaise foi que, voilà, c'est un peu excessif. Donc ne croyez pas trop, vérifiez vos sources aussi. Vérifiez les sources du Monde. Bonsoir, monsieur Dupont-Aignan. On peut se tromper parfois aussi. Je vous remercie de votre présence ce soir. Bah, c'est sympa déjà. Voilà, en peu de politesse pour apaiser cette conférence, sans vague de votre part, évidemment, ni de mes camarades. En début de conférence, vous avez évoqué une France qui perdrait ses valeurs, ainsi qu'un paysage politique patriote. Pourriez-vous approfondir ces deux notions, ce que vous considérez que de bons ou de mauvais patriotes, et aussi approfondir cette France qui aurait des valeurs totalement perdues? Ben, je l'entends. Non, je ne suis pas tellement... Je dis ça, perdre de valeur. Je suis pas, comment dire... Je pense qu'on vit dans son temps, je pense qu'on ne retrouvera jamais la France d'avant, et que est-ce qu'elle était si bien, et je veux dire, la France est un mouvement, c'est comme un fleuve, voilà, c'est jamais la même eau, et c'est toujours le même lit.
Donc je veux dire que ça n'a pas grand sens. Vous regarderez tout ce que j'écris, je ne suis pas du style à me lamenter sur une société perdue. Je crois que chaque génération fait la société qu'il croit devoir faire. Simplement, ce que je n'aime pas, oui, c'est de voir les Français, ou du moins les dirigeants français, un peu lâches et un peu faibles, et ne pas défendre leur peuple. Parce que j'ai beaucoup voyagé, contrairement à l'image qu'on donne de moi, et j'ai vu, dans la mondialisation d'aujourd'hui, les nations sont plus vivantes que jamais. Les Russes défendent les Russes, les Américains défendent les Américains, les Japonais défendent les Japonais, et le rôle d'un homme politique d'un pays, sans bien sûr détester les autres, c'est de défendre les intérêts de son pays. Et la France a le génie de se saborder. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de France. Hein. Vous savez, toutes les élites étaient pour les Anglais et n'aimaient pas Jeanne d'Arc. De Gaulle a été condamné à mort par Vichy. Clémenceau, on l'a pris pour un fou toute sa vie et on l'a appelé quand c'était foutu, on l'a acheté après. C'est assez français. Hein. Le dénigrement de soi-même, le parti de l'étranger au sens entre guillemets, rassurez-vous, c'est-à-dire toujours l'herbe plus verte dans l'herbe du voisin, dans le champ du voisin, et on est très mauvais, on est nul, et on fait le jeu des intérêts extérieurs et des lobbies intérieurs. C'est toute l'histoire de France. Vous avez fait de l'histoire quand même à Sciences Po, vous en faites encore un peu. Donc voilà. Après, chacun ses opinions. Moi, j'aimerais avoir des hommes politiques qui, si vous voulez, même s'ils ne sont pas de mon bord, j'aimerais qu'ils défendent la France. Par exemple, j'ai beaucoup d'estime pour Montebourg, parce que c'est un homme politique. Pas d'accord toujours avec lui. J'ai beaucoup d'estime pour Mélenchon, malgré que je suis en complet désaccord sur certains points migratoires ou de fiscaux, parce qu'avec lui, il y aurait 90% de fiscalité, donc ce serait gênant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des hommes qui aiment leur pays et qui ne supportent pas de le voir vendu comme il est vendu aujourd'hui par le pouvoir en place. Voilà, c'est un pays qui est vendu par ses élites, qui ne sont plus des élites, ce sont des profiteurs. En fait, qui gouverne? Les profiteurs du haut, les profiteurs du bas. Alors, ils s'entendent bien. Hein. Et c'est les classes moyennes qui payent. Voilà, qui votent, qui payent, qui sont trahis. Ça fait 20 ans que ça dure. Il serait peut-être temps à un moment de reprendre le pouvoir. Voilà ce que j'ai envie de dire aux Français. Maintenant, après, s'ils ont envie de se faire tondre éternellement, ils continuent. Moi, mon rôle, c'est de dire danger. On peut faire autre chose. Et pas seulement danger, il y a une autre politique possible qui n'est pas une politique extrémiste. Et je vous renvoie au programme de 2017. On avait un beau programme qui était un programme de redressement et de rassemblement, contrairement à ce qu'on caricature. Mais dès qu'on propose autre chose que la pensée unique, on est un méchant raciste, xénophobe, etc. Mais plus personne n'y croit, hein, même. Donc ça, j'ai plus aucun complexe. Je vais vous faire une anecdote. J'étais arrêté dans la rue boulevard Saint-Michel par un monsieur. Il était minuit et demi. Je rentrais chez moi. Il me dit, voilà, monsieur, je suis d'origine ivoirienne. J'habite en Seine-Saint-Denis. Il me dit, vous êtes comme le chef du village. Je dis, ah. Elle me dit, oui. Moi, il me dit, je vous aime bien, continuez, n'ayez pas de complexe. Moi, il me dit, en Afrique, le chef du village, quand un étranger arrive sur son sol, il lui dit, tu respectes les lois du village. Eh bien, vous dites ça. Et vous faites crier dessus par les journalistes, alors que vous ne dites qu'une chose d'évidente, quand on arrive dans un village et qu'on vient du village d'à côté, on respecte la loi du chef du village et les mœurs du chef du village. Sinon, on dégage du village. C'est un homme je crois, ivoirien qui me dit ça. Et il me dit, arrêtez d'avoir des complexes, on vous soutient, et pourquoi en France, les Français ne défendent pas leur pays? Mais lui, il se sentait français, hein. Et il me disait, moi je me sens français. Et j'ai envie que la France défende le pays. Voilà. Alors c'est pourquoi ça me fait marrer quand on m'accuse de xénophobie, parce que les premiers qui veulent défendre le village, c'est-à-dire la France, ce sont souvent les récents arrivés, parce qu'ils savent le prix de la France et ils aiment la France. Et c'est souvent des anciens Français, entre guillemets, qui oublient ce que c'est que la France. Donc moi je ne fais pas de différence. Mais je défends mon pays. Je défends mon village. Voilà. Bonsoir, monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir, madame. Vous qui vous considérez comme, je cite, guère respectueux, pensez-vous que s'opposer à l'acquisition de droits fondamentaux par des minorités en vue de l'égalité la plus stricte dans la loi soit respectueux envers ces communautés? Je pense notamment à votre opposition et votre appel au vote contre le mariage pour tous, votre opposition à l'adoptement et à la PMA pour tous, sous prétexte que deux parents du même sexe ne seraient pas une filiation suffisante et que les enfants ont besoin d'avoir accès à leur filiation biologique. Pourtant,
Vous n'avez jamais mentionné la levée de l'anonymat du donneur de sperme dans les cas de PMA pour les couples hétérosexuels. N'est-ce pas une tartufferie politique? Eh bien, contrairement à ce que vous croyez, j'ai toujours été pour la levée de l'anonymat. Voilà. Donc vous vous trompez. Quel est le chef sur ça? Ben, quand vous faites, si je pouvais, qu'est-ce que j'ai fait, mais en revanche, je peux vous dire, j'ai toujours été pour la levée de l'anonymat, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel. Voilà. Il n'y a pas eu de vote de mémoire sur la PMA hétérosexuelle quand j'étais... Alors j'aurais pu faire une proposition de loi très juste. Mais en tout cas, j'ai toujours été clair là-dessus. Quant au mariage pour tous, j'avais proposé un système qui me paraissait parfait, qui était l'union civile, qui donnait exactement les mêmes droits, parce que je crois que deux personnes qui s'aiment doivent vivre ensemble et doivent avoir un statut qui légalise cela. Et j'ai même écrit ça, vous pouvez retrouver l'interview que j'ai donnée dans Tétu, le magazine Tétu, en 2007, où j'ai expliqué ma position, et je n'ai jamais changé de position depuis. Et je me suis fâché avec ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. Et vous retrouverez ma position dans ce journal, où j'ai toujours eu la même. Deuxièmement, je n'aime pas votre mot de communauté. Vous voyez, vous avez dit les communautés. Ben moi, je veux dire, on a la vie qu'on veut, on aime qui on veut, on vient d'où on veut, mais on est français. Avant d'être, il n'y a qu'une communauté pour moi, c'est la communauté nationale. Voilà. Ça, c'est la France telle que je l'aime. Après, je respecte absolument vraiment toutes les manières de vivre. Simplement, je demande qu'on respecte la communauté nationale et il n'y a pas de communauté. Voilà. Et j'ai cette position. Voilà. Je vous demande de la respecter autant que je respecte la vôtre. Dans ce cas, une communauté qui n'a pas les mêmes droits. Mais il n'y a pas de communauté, il y a des individus. Il n'y a pas de communauté. Il y a un individu. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Non. Monsieur. J'ai pensé à madame, alors je passais... Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la France, et moi je voudrais plutôt savoir en fait votre opinion sur le dossier ukrainien et les relations entre l'Europe et la Russie à ce sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai. Alors, je fais attention à ce que je vais dire. Sur le dossier ukrainien, je pense que la France a eu tort de sanctionner la Russie. La Crimée a toujours été, alors je vais vous choquer aussi peut-être, la Crimée a toujours été russe. L'ambiguïté vient du déplacement des frontières, au cours de l'histoire. Vous avez une partie de l'Ukraine qui est profondément occidentale, et vous avez une partie de l'Ukraine qui est le berceau de la Russie. C'est Khrouchtchev qui avait, vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire si vous me posez la question, c'est Khrouchtchev qui avait, pour une raison de vote à l'ONU, fait en sorte d'autonomiser l'Ukraine. Après, quand il y a eu l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine a pris son indépendance, c'était un pays associé, elle est coupée en deux, en gros. Après, les Allemands et les Américains ont tout fait pour créer une Ukraine sous leur influence, avec des partis d'ailleurs très antisémites. Incroyable d'ailleurs qu'on ait soutenu ces partis qui, s'ils avaient été du côté russe ou du côté français, auraient été perçus comme le diable absolu, ce qui est honnêtement scandaleux, donc d'un antisémitisme notoire, très lié à l'Allemagne pendant la guerre d'ailleurs. Donc il y a une espèce de truc malsain qui s'est forgé là. Moi je pense que le processus de Minsk était la bonne solution, c'est-à-dire le 2-2, c'est-à-dire allemand, français, ukrainien et russe. Je suis à la commission des affaires étrangères, on a reçu tout le monde, mais d'une manière générale, les Américains et les Anglais sont très obsédés par comme toujours, ils vivent dans le passé, on vit toujours dans le passé des guerres froides, etc. Donc moi je crois qu'il faut reconnaître la Crimée, elle est russe, elle sera toujours russe. Il faut protéger l'Ukraine, bien évidemment, comme étant indépendant. Il faut trouver un statut d'autodétermination pour le Donbass, qui est profondément attaché à la Russie. Et il faut essayer de mettre des gens honnêtes en Ukraine, et non pas des corrompus, comme il y a eu, avec d'énormes problèmes, et un pays qui est sous perfusion occidentale de crédits occidentaux. Voilà. Mais se fâcher avec la Russie pour l'Ukraine est une aberration totale. Nous avons une coopération avec la Russie essentielle pour l'avenir. Coopération contre les fascismes islamistes du Sud, coopération scientifique, grande puissance scientifique, coopération en matières premières, la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, tout en étant vigilant, bien sûr, pour pas que la Russie fasse n'importe quoi, car il ne s'agit pas d'être dans les mains des Russes comme des Américains. Moi, je suis pour une indépendance absolue de la France avec des coopérations européennes.
Mais il y a un travail à renouer, il faut lever les sanctions à la Russie, parce que c'est aberrant ce qu'on vit avec la Russie. Aberrant, voilà. Quant à l'Ukraine, il faut leur demander aussi, défendre leur intégrité territoriale, mais leur demander d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu permanent. Voilà ma position sur l'Ukraine. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Il est 9h, on va... Quelques questions, non? Allez-y. On peut peut-être grouper les questions, non? Allez-y. Les questions, on va en faire quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont été demandées. Bah oui, qu'on ne frustre pas s'il y a beaucoup de questions. On groupe les questions, comme ça vous évite de croire que je ne veux pas répondre. Vous avez été un des seuls à évoquer le problème de l'Afrique, notamment la croissance économique et démographique de l'Afrique pendant l'élection européenne. Oh là là. Vous avez fait le constat il y a 5 minutes, et moi j'aimerais avoir en tête vos solutions. Qu'est-ce que vous proposez parce que c'est quand même un problème très, très important en termes d'environnement et d'économie. Quelles sont vos solutions? Très bien. Autre question, groupe, comme ça Bonsoir Monsieur le député. J'avais une question au sujet de votre fonds de l'État. Vous avez notamment parlé d'un État fort qui pourrait nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Et je voulais vous poser justement la question du rapport que vous faites avec la démocratie, notamment les questions de démocratie directe qui apparaissent, et notamment la question des gilets jaunes et ce genre de choses. Je vais avoir vos pensées là-dessus. Merci. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Vous avez dit à ma camarade tout à l'heure de venir dans votre circonscription. Bien, je suis Hérois depuis 17 ans, donc vous êtes maire. Et je vis donc au cœur de l'action. En tant que maire, vous avez préféré payer une amende au lieu de construire plus de logements sociaux. Par ailleurs, j'ai participé à la manifestation de la ville suite à votre association avec Marine Le Pen lors de la campagne de 2017. Et vous nous avez nommé d'idiots utiles du système. Donc ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que si la droite a à se recomposer, c'est à cause du mépris que les élus, et vous dans le cas présent, vis-à-vis de la population? Je vais commencer par cette question. Je vais vous dire, les électeurs hérois ont tranché. Il y a eu des manifestations organisées avec talent. J'ai été un peu, j'aurais dû m'abstenir de cette phrase idiot utile, parce que ça n'a mis que de l'huile sur le feu inutilement. Mais c'était tout à fait ça. Après, j'ai le droit, vous manifestez, j'ai le droit de dire ce que je pense. Après, voilà, et vous avez tellement plus l'habitude d'hommes politiques qui disent ce qu'ils pensent que dès qu'on dit un mot de trop ou un mot qui ne plaît pas, c'est un drame. Bon, je dis ce que je pense. Lénine, c'est pas gêné de... et après tant de comment dire, d'articles de journaux, tous les matins, il y avait un article du Parisien contre moi. Tous les matins. BFM en boucle. Est-ce que vos camarades savent le score des Hérois qui ont voté pour moi aux législatives, au deuxième tour? Non? 63%. Voilà. Donc, 63%. Bon, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu tant d'abstention que ça ce jour-là. Il y a eu une forte participation en ville. 63% de favorables. Bon, moi j'étais fier. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on peut crier, les gens savent qui je suis. Et que c'était artificiel. Voilà. Deuxième point, mais chacun a le droit de manifester. Sur les logements sociaux, cher monsieur, j'ai construit, avec la SEM, j'ai créé une société d'économie mixte. On a construit plus de 500 logements sociaux. Je suis une des villes qui a le plus rattrapé. Simplement, Madame Duflot est passée de 20 à 25. Quand je suis arrivé, on était à 11% de logements sociaux, on est passé à 15%. Et on a construit 500 logements sociaux dans une ville où vous savez très bien qu'il y a des règles de constructibilité interdites de construire au bord de rivière, forêt, sites classés. Bon, donc, et j'ai rempli 75% de mon objectif jusqu'au dernier contrat triennal, sauf le dernier où on est à 20% parce qu'on a un problème de place et d'argent pour financer. Car l'État nous demande de construire des logements sociaux et il faut en construire. Mais en même temps, il a baissé toutes les aides au logement social et Emmanuel Macron est celui qui a le plus sacrifié le logement social en France, vous le savez. Donc, que j'en ai pas construit assez, peut-être je l'accepte. Que j'ai pas respecté tous les objectifs, je l'accepte. Mais qu'on me dise que je fais exprès de pas construire de logements sociaux, c'est totalement faux. Et je vais vous dire, en plus, dans les logements sociaux, les gens votent plus pour moi que chez les bourgeois hier. Donc maintenant, on ne peut pas m'accuser de ne pas vouloir qu'il y ait des logements sociaux. C'est facile. Donc revérifiez, et je vous donne, vous êtes citoyen hérois, venez en mairie, je vous donnerai tous les chiffres.
En revanche, le dernier contrat est très mauvais, parce qu'on a un vrai problème de place, et que le quartier de la Gare a été bloqué par des associations qui ont bloqué le quartier de la Gare, où il y a 48 studios, notamment pour des jeunes, qui sont bloqués à cause d'eux. Voilà, mais qui vont sortir quand même, on va y arriver. Donc je vous invite à venir me voir, je serai ravi de vous essayer de vous convaincre. Je ne vous convaincrai pas sur le reste, mais au moins là-dessus. Sur le RIC, sur la démocratie, il faut inventer la démocratie participative. C'est-à-dire, la démocratie, on élit le président de la République tous les 5 ans, ça ne suffit pas. Je crois beaucoup au RIC, je l'ai fait d'ailleurs dans ma ville, monsieur ne l'a pas dit, il aurait pu le dire, avant l'heure, sur la patinoire, vous étiez trop jeune, parce que le problème c'est que vous me subissez, alors vous devez en avoir ras-le-bol, depuis un certain temps, mais en 2000, je sais pas quoi, 2001, tout le monde m'avait dit il ne faut pas faire de référendum, etc. On l'a fait, les gens ont voté. Je crois beaucoup au référendum, je crois beaucoup au système suisse. D'ailleurs, j'aimerais que tous les beaux esprits la votent et aillent signer pour l'aéroport de Paris, qui est la plus grande spoliation après les autoroutes que va organiser l'oligarchie. Allez au moins signer pour la demande de référendum. Je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est le seul moyen de débloquer la société française. Parce que les magistrats, parce que les associations communautaristes, parce que tout ça ne font pas grève contre le peuple. Voilà. Donc j'avais proposé 5 référendums, si j'étais élu président, dans la première année. Sur le droit pénal, sur l'éducation, sur l'immigration. Que les Français jugent. Et puis après, on accepte ou pas. Et puis là, vous allez voir que ça va déblayer vite. Parce que les Français, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Donc je crois au référendum. Et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes a été cassé dans l'œuf. Parce qu'il a été d'abord... il a été malheureusement dénaturé. Il a certaines violences absurdes mises en valeur par la télévision ont cassé l'esprit des Gilets jaunes, et c'était des gens de bonne volonté, et je maintiens mon soutien à tous ces gens qui voulaient simplement vivre mieux. Voilà. Et je sais que ça m'a beaucoup nui électoralement, parce que beaucoup de gens qui regardaient certaines émissions voyaient les violences sur les Champs-Élysées et disaient « Ah bah vous soutenez les Gilets jaunes, vous n'êtes pas gentils ». Mais moi je suis désolé, les gens des Gilets jaunes, c'était des gens courageux. Et ils se sont battus pour vous tous. Et je crois qu'il faut une réforme institutionnelle. Est-ce qu'il faut l'appeler 6e République ou pas ? Dans mon bouquin, je ne parle pas de 6e République, mais je pense que la 5e République a été dénaturée. On est passé du régime des partis au régime du parti unique. Et ça ne peut pas tenir comme ça. Donc il faudra inventer une nouvelle République, il faudra bouleverser les institutions, il faut rendre la parole aux Français d'une manière ou d'une autre. Le système de coupure entre les deux ne peut pas continuer. À un moment, ça pètera. Et ça pètera dans de mauvaises conditions, alors que si on associait les gens, on pourrait vraiment améliorer les choses, j'en suis absolument convaincu. Dernier point, la démographie. Oui, alors j'ai eu le tort dans un débat de dire qu'on parlait d'environnement, mais on ne parlait pas de la démographie africaine et du Sahel. J'ai cité le Premier ministre du Mali. Oh, quel drame, M. Jadot est monté sur ses grands chevaux, que c'était un drame. Mais oui, le Premier ministre du Mali l'a dit, 6 enfants à 7 enfants au Sahel, c'est une folie. Il l'explique dans une vidéo très intéressante. Le président du Niger, tous, et ils disent quoi ? Ils disent qu'il faut régler ce problème. Et ça passe par quoi ? Ça passe par l'éducation des femmes. Et qui est contre l'éducation des femmes ? Eh bien, les religions dans ce qu'elles ont de plus exacerbé, que ce soit d'ailleurs les évangélistes au Nigeria ou l'islamisme au Sahel. Et ça ne veut pas dire que je suis contre les religions, je ne suis pas du tout un laïcard, je ne suis pas franc-maçon, je n'appartiens à aucun cercle, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais je dis simplement que si on veut développer l'Afrique, et notamment le Sahel, qui vit un drame, il faut absolument permettre aux femmes de réussir la transition démographique. Et j'ai dit, alors j'ai eu le malheur, c'était maladroit, parce que je suis maladroit parfois, je le reconnais. En fait, je dois avoir envie de bousculer et je suis trop maladroit. J'ai parlé de la Chine, bien sûr que je n'ai pas envie du système chinois. Je déteste ce système chinois. Mais il faut reconnaître que le développement de la Chine, l'essor de la Chine est parti après la politique de l'enfant unique qui a cassé l'explosion démographique avec des excès insupportables. Et j'ai jamais demandé qu'on mette la politique chinoise en Afrique. Mais tout de suite, vous voyez, on est immédiatement... Qui est dans l'amalgame ? Parce qu'on m'accuse toujours d'amalgame. Mais qui est dans l'amalgame ? Toujours ceux qui ne sont pas d'accord avec la pensée unique. Alors, l'amalgame, vous voulez faire une politique Mao Tse-tung en Afrique et vous n'aimez pas les Africains, vous êtes xénophobes. Le délire intégral. Il a fallu que je ressorte tous les... Vous voyez, c'est le procès de Moscou. Il faut que je ressorte les interviews du Premier ministre du Mali, du président du Niger, du président du Sénégal. Ils disent exactement la même chose que ce que j'ai dit, mais eux, ils peuvent le dire. Moi, je n'ai pas le droit. Parce que je suis un fasciste, xénophobe, dangereux personnage. Enfin, mais c'est ridicule. Bon, bref.
Tout ça est grotesque. En attendant, pour l'Afrique, il faut plusieurs choses essentielles. Il y a un vrai problème, et ça, je n'ai pas la solution, de gouvernance. Parce qu'on sait où va l'argent, mais en même temps, on ne peut pas dire l'Afrique est indépendante et s'immiscer dans la vie des pays africains. C'est très difficile. Et il y a le réflexe légitime des Africains de dire c'est du néocolonialisme. Bon, comment on fait? Je n'ai pas la solution. En revanche, supprimer le libre-échange intégral qui tue la paysannerie africaine. Et il y a eu des expériences en Côte d'Ivoire sur le poulet, il y a eu des expériences au Sénégal. Il faut du protectionnisme pour sauver l'agriculture africaine des importations des pays européens et des États-Unis. Si vous voulez fixer la population africaine, il faut un libre-échange maîtrisé en Afrique. C'est vital. Et le deuxième point, absolument vital, il faut le statut de la femme en Afrique et qu'on arrive à expliquer aux familles africaines que ce n'est pas en ayant 7 enfants qu'elles vont assurer leur subsistance. Mais c'est lié aussi à l'agriculture africaine. Je connais bien ce sujet. Et troisièmement, c'est la question de l'aide au développement. Par où transite l'aide au développement? Comment l'aide au développement s'implante? Comment on devrait favoriser des coopérations multilatérales? Comment je crois beaucoup aux coopérations, il y en a ailleurs, monsieur Kéritière, et je les ai toujours aidés. Comment on permet qu'au niveau local, de pays à pays, de village à village, on favorise l'arrivée de l'aide en Afrique sans qu'elle finisse dans des coffres à Genève ou à Hong Kong. Voilà l'enjeu. C'est vital. Mais il faut arrêter avec le complexe de la colonisation. Il faut arrêter avec ce sentiment « Ah, nos arrière-grands-parents ont colonisé l'Afrique, on n'a rien le droit de dire et tout. » Je suis désolé. La situation de l'Afrique concerne l'Europe. Et si on ne résout pas la question africaine, l'Europe finira mal. Les Américains s'en foutent. Eux, ils réussissent l'Amérique du Sud. La Russie et la Chine s'organisent. Et si vous regardez le globe, quel est le point de faiblesse aujourd'hui du globe? Le point de faiblesse, il est en Europe, il est au Moyen-Orient, il est en Afrique. Donc si vous regardez la compétition mondiale entre les États-Unis, l'Asie, pourquoi vous allez être les enfants d'un duopole Chine-Amérique? Parce que nous sommes dans les points de faiblesse. Et nous avons 3 points de faiblesse. Donc si nous devons penser le monde intelligemment, on doit être lucide sur les points de faiblesse géopolitiques. Ça veut dire une autre politique moyen-orientale, une autre politique européenne, une autre politique africaine. C'est vital. Parce que le président Trump ou l'autre qui lui succédera, ou le président chinois, eux, ils ont leur hinterland. Ça y est, c'est fait. Hein. Les Américains tiennent l'Amérique du Sud et les Chinois tiendront l'Asie. Ne vous en faites pas. Et nous sommes morcelés en Europe avec une politique archi-bête d'intégration stupide qui ne marche pas, au lieu de revenir à une Europe des nations qui se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la science, le développement de l'Afrique, la protection des frontières, l'industrie, et puis le reste, laissons vivre chaque pays comme il veut. Il n'y a pas besoin de directive à la noix sur tous les détails de la vie. Et l'Afrique, pour prendre en main et réussir la transition démographique avant qu'il soit trop tard. Ça, ce sont les enjeux de demain. Et c'est bien plus important que tout ce qu'on vous raconte toute la journée à annoncer la pensée unique matin, midi et soir. Désolé, hein, je dis ce que je pense. Du coup, une dernière question. Ah bon, je crois que c'était fini. Moi. On fait une dernière, juste une dernière. La dernière. Bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur. Alors, c'est très simple, c'est pour finir, vu que j'ai eu le droit d'avoir la dernière question. Ah. On a parlé de beaucoup de choses négatives, je voulais finir sur un point positif. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Quels sont les bons côtés de Marine Le Pen? Les bons côtés, c'est que c'est pas une femme d'extrême droite, comme on le dit, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous dis, il me pose une question, je réponds. Moi, après, vous faites ce que vous voulez, je vous réponds. Jamais je n'aurais fait alliance avec son père. Tout le monde le sait. Jamais. Et si j'ai fait alliance, c'est parce que c'est pas du tout la même chose, et je le sais. Voilà. Deuxièmement, c'est une femme qui a du courage. Une courageuse. Après, elle a d'autres défauts, comme tout le monde, et je les ai vus aussi. Voilà. Mais je n'enlèverai pas, je vais être très franc, moi je ne suis pas du genre à cracher dans la soupe. Je ne vais pas, parce que ça a échoué, dire elle a tous les défauts du monde, et je n'ai jamais, même après le débat raté, c'est moi qui l'ai appelé, en lui disant, bon bah, au final,
fini la campagne, voilà, il va. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un seul type. Quand j'ai fait un choix, je le maintiens. Et je maintiens que mon choix était le bon pour le pays. Maintenant, elle n'a pas été élue. Elle a sa part de responsabilité. Comme moi, j'ai ma part de responsabilité. Je pense avoir fait mon devoir. Maintenant, j'estime, et je lui ai dit, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas toujours contente, je lui ai dit très clairement qu'en 2022, il fallait que ce soit le meilleur qui soit choisi, le meilleur candidat pour affronter Emmanuel Macron. Voilà. Si c'est elle, ce sera elle. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas d'héritage indéfini à la candidature face à Emmanuel Macron, et ce n'est pas à Emmanuel Macron de choisir son adversaire pour 2022. C'est aux Français. Et on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà. Après, personne n'est parfait, ni moi, ni elle, ni les autres. Après, c'est des choix politiques, c'est des choix existentiels, c'est des convictions très personnelles, c'est des choix très douloureux à faire, parce que ce choix du second tour, je vous avoue franchement que si j'avais pu m'en dispenser de choisir, je n'aurais pas choisi, mais je pensais, et je maintiens, qu'un homme politique est candidat au premier tour, qui a 1 700 000 voix, 1 680 000, je ne sais plus, c'est quand même 1 700 000 voix, ne peut pas venir, alors que 45 millions de Français sont appelés aux urnes à faire un choix majeur, en disant « Oh bah moi, vous savez, je sais pas. Ah non, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai combattu Macron, le programme de Le Pen est proche sur beaucoup de points, mais ah non, je veux pas parce que ça fait pas bien, parce que ça va pas. » Je veux dire, si tout le monde s'abstenait, comme les Républicains sont venus, d'ailleurs les Républicains sont morts ce soir-là, parce que comment voulez-vous incarner une option politique quand vous êtes incapable de déterminer un choix? Ou alors ils se rangent derrière Macron, ils soutiennent Macron. Mais dans la vie, il faut être clair. Pour autant, est-ce que ça veut dire que j'approuve tout de Le Pen? Non. Mais j'ai fait un choix comme 30 millions, combien ont voté? 30 millions, je ne sais plus. Elle a eu 10 millions de voix. Voilà. Je ne sais plus combien en a eu Macron. Voilà. Bon, c'est des choix. Mais cette période m'a marqué. Et je sais que j'ai déçu des gens. Je sais que j'en ai ravi d'autres. Je me suis fait insulter, je me suis fait applaudir. Ça a été très difficile, même dans ma famille. Simplement, c'était un choix. Parce que dans la vie, à partir du moment où on est un homme politique, on choisit. On ne fait pas semblant. Et en revanche, j'aimerais que les Français ne soient pas condamnés à ce choix obligatoirement en 2022. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Suite beaucoup. au prochain épisode. Merci beaucoup, M. Dupont-Aignan. Merci à vous. On a organisé un petit buffet dans l'ancien foyer, enfin, le nouveau foyer, pardon, excusez-moi. Du coup, n'hésitez pas à venir. Je suis à votre disposition.